Il se tenait là, immobile sur l'eau noire, et sa peau avait cette étrange teinte bleue, qui n'était ni un reflet ni une illusion. C'était lui, et il m'observait. Je suis marin depuis mes 15 ans. Mon père l'était, mon grand-père aussi. C'est une vie que j'ai embrassée sans vraiment y réfléchir. Les levées de soleil en mer, l'odeur du sel, la sensation du vent sur le visage, c'était ma maison. Mon bateau, le vieux requin, était un petit chalutier qui avait vu des jours meilleurs, mais il tenait bon. La pêche, c'est un métier solitaire, même quand on part à plusieurs. On passe des heures en silence, chacun perdu dans ses pensées, les yeux fixés sur l'horizon. Ce soir-là, la mer était calme. Trop calme, en fait. Pas de vent, pas de vagues, juste une surface d'huile noire sous un ciel lourd. Une tempête devait se lever, je le savais, mais elle semblait hésiter, attendre un signal. Je laissais mon bateau dériver, les filets encore à l'eau, quand j'ai entendu le premier murmure. C'était à peine audible, un chuchotement porté par le vent inexistant. J'ai cru que l'équipage parlait dans le dos, une blague peut-être, ou un cauchemar passager. Mais le murmure persistait, une voix douce qui semblait venir des profondeurs. Une langue ancienne, des mots que je ne comprenais pas mais qui résonnaient en moi comme une mélodie oubliée. J'ai secoué la tête pour chasser ces pensées, continuant mes vérifications sur le pont. La voix s'est faite plus forte, plus claire. J'ai regardé mes hommes. La plupart étaient en bas, se reposant. Seul Jean, un jeune gars à qui j'apprenais le métier, se trouvait sur le pont. Son visage avait pâli, et il fixait l'eau comme hypnotisé. Je me suis approché, l'appelant doucement pour le ramener à lui, mais il n'a pas bougé. J'ai dû le secouer un peu, et quand il a enfin cligné des yeux, il m'a dit d'une voix tremblante, « Il parle ». J'ai ressenti un frisson, pas seulement de peur, mais de cette étrange familiarité, comme si ces mots lui étaient destinés depuis toujours. Je ne comprenais pas ce qu'il disait, mais je savais qu'il parlait d'une présence. Quelque chose, quelqu'un là-bas, sous la surface. J'ai regardé les filets qui se balançaient paresseusement à l'arrière du bateau, m'attendant à voir un poisson pris ou un bout de bois charrié par la mer, mais il n'y avait rien. Jean a continué à fixer l'eau, et moi aussi. C'est alors que je l'ai vu. Une forme indistincte sous les vagues, un visage qui émergeait lentement, une peau d'un bleu profond. Les yeux noirs comme la nuit. Il nous observait, et malgré l'obscurité, je pouvais clairement distinguer les détails de son visage. Des traits fins, presque humains, mais avec une étrangeté qui me glaçait le sang. Il parlait, ou peut-être que c'était la mer elle-même qui chantait. Ses lèvres bougeaient à peine, mais les mots résonnaient clairement dans ma tête, comme un écho. J'en répétais ces paroles d'une voix creuse, comme s'il répondait à un ancien ami. C'était dérangeant de le voir ainsi, perdu dans une conversation silencieuse avec cette chose. Je lui ai ordonné de descendre, de retourner sous le pont, mais il a résisté, comme s'il était envoûté. J'ai dû le tirer de force, mais même en bas, je l'entendais répéter ces mots, comme un enfant marmonne une berceuse. Ce n'était plus mon jeune marin. Son regard était devenu vide, et une partie de moi savait qu'il ne reviendrait jamais complètement. Je suis resté seul sur le pont, les mains serrées autour des rambardes. L'homme bleu était toujours là, me fixant. Le murmure s'intensifiait, et je sentais des vagues de froid me traverser. J'ai voulu m'approcher, tendre la main, mais quelque chose m'a retenu. Une peur viscérale, l'instinct de marin qui vous dit que certaines choses ne doivent pas être dérangées. J'ai pris une grande inspiration et détourné le regard. En me forçant à retourner vers la cabine, j'ai manœuvré le bateau pour quitter cet endroit maudit. À mesure que nous avancions, les voix se sont estompées, comme un rêve qui s'évanouit au réveil. Jean a cessé de parler, mais son regard restait fixe, lointain. Il ne serait plus jamais le même. De retour à terre, j'ai raconté ce qui s'était passé à quelques vieux marins. Ils m'ont écouté sans broncher, en silence, puis l'un d'eux a murmuré une prière. J'ai compris que ce que j'avais vu n'était pas nouveau, que d'autres avaient croisé cette entité, cet être bleu sous les vagues. Mais personne ne voulait en dire plus, comme si nommer cette chose pouvait la faire revenir. J'ai pris la décision de vendre mon bateau quelques semaines plus tard. Je ne pouvais plus retourner en mer,
pas après ça. Parfois, je m'assois au bord du quai, observant les vagues. Je ne l'ai jamais revu, mais parfois, quand le vent se lève et que l'eau devient noire, j'entends encore ses murmures lointains. Et je sais qu'il est là, attendant peut-être que je réponde à son appel. Je crois que les falaises ont toujours eu un effet apaisant sur moi. Le bruit de la mer qui frappe les rochers en contrebas, le vent froid et tranchant, et l'odeur de l'océan, tout cela m'aidait à me vider l'esprit. C'est pour ça que j'y allais si souvent, surtout les jours où mes pensées devenaient trop lourdes. L'endroit où je me rendais se situait loin des sentiers touristiques. Une falaise isolée, où personne ne risquait de venir me déranger. Un jour d'hiver, la mer était particulièrement agitée. Les vagues frappaient les rochers avec une force brutale, et une brume fine enveloppait la côte. Je me tenais près du bord, comme à mon habitude, regardant l'eau en contrebas, lorsque j'ai remarqué une silhouette, au loin, assise sur un rocher. C'était surprenant, car cet endroit n'attirait jamais personne. J'ai observé l'inconnu un moment, me demandant s'il était un pêcheur ou un randonneur égaré. Il ne bougeait pas, les mains posées sur les genoux, regardant la mer. Je me suis dit qu'il devait être aussi fasciné que moi par la puissance des vagues. Cependant, quelque chose dans son immobilité m'a mis mal à l'aise. Il semblait figé, presque sculpté dans la pierre. Je me suis approché lentement, descendant avec précaution les rochers glissants. Plus je m'approchais, plus je distinguais les détails de l'homme. Il portait une veste sombre, délavée, et ses cheveux étaient humides, collés à son visage. J'ai senti mon cœur s'accélérer. Son teint était étrange, d'un bleu clair, presque gris, comme s'il avait été exposé trop longtemps au froid mordant de l'océan. Je me suis arrêté à une dizaine de mètres, n'osant pas aller plus loin. J'ai voulu lui parler, lui demander s'il avait besoin d'aide. Mais quand j'ai ouvert la bouche, aucun son n'est sorti. La sensation qui m'envahissait était plus que de la peur. C'était une sorte d'instinct profond, une alerte intérieure qui me disait de ne pas faire un pas de plus. Il a alors tourné la tête lentement dans ma direction, et c'est à ce moment-là que j'ai croisé son regard. Ses yeux étaient noirs, totalement, sans aucune trace de blanc. Pas d'expression, pas de colère ou de tristesse, juste un vide intense, insondable. Ce regard m'a glacé jusqu'aux os. J'ai ressenti un vertige, comme si le sol se dérobait sous mes pieds, et je me suis raccroché à un rocher pour ne pas tomber. L'homme s'est levé d'un mouvement fluide et silencieux. Il se tenait face à moi, toujours sans bouger, me fixant avec une intensité qui me faisait suffoquer. J'avais envie de fuir, de courir loin de cet endroit, mais mon corps refusait de bouger. Une voix, à peine perceptible, murmurait quelque chose dans ma tête. Ce n'était pas une langue que je connaissais, mais les mots résonnaient avec une profondeur troublante. Il a fait un pas en avant, et j'ai enfin réussi à reculer, trébuchant presque sur les pierres mouillées. Mes jambes semblaient lourdes, comme si elles étaient retenues par une force invisible. L'inconnu n'a pas continué à avancer, mais il a levé une main lentement, comme pour m'inviter à le rejoindre. C'est à ce moment que j'ai compris ce qu'il voulait. Il ne cherchait pas à me faire du mal, du moins pas de la manière conventionnelle. Il voulait que je le suive, que je m'approche du bord et que je regarde l'océan, juste un instant de trop. La mer me semblait soudainement plus proche, comme si elle avait grimpé pour m'atteindre. L'eau noire m'appelait, et cette invitation se faisait plus pressante. J'ai rassemblé toute ma volonté et j'ai détourné le regard. J'ai fait demi-tour, chaque pas me coûtant un effort considérable. Je sentais son regard peser sur moi, et la voix dans ma tête murmurait encore, de plus en plus fort. J'ai accéléré, trébuchant sur les rochers, jusqu'à ce que je retrouve enfin le sentier et m'éloigne de la falaise. Quand je me suis retourné pour jeter un dernier coup d'œil, l'homme n'était plus là. Disparu, comme s'il n'avait jamais existé. Je suis rentré chez moi, secoué et épuisé, l'esprit encore embrumé par l'étrangeté de cette rencontre. Pendant des semaines, j'ai évité cet endroit. J'essayais de me convaincre que ce n'était qu'une hallucination, un effet de la fatigue et du vent glacé. Mais quelque chose en moi savait que ce n'était pas le cas. Chaque nuit, je revivais cette scène, et l'image de cet homme bleu me hantait. Son visage vide, ses yeux noirs, et cette main levée, toujours immobile, comme une invitation vers le vide.
J'ai fini par retourner sur les falaises, des mois plus tard, un matin ensoleillé. Tout semblait normal, l'air était clair, et la mer brillait sous le soleil. Mais je ne pouvais pas m'empêcher de scruter l'horizon, à la recherche d'une silhouette sur les rochers. Il n'y avait personne, seulement les vagues et le cri des mouettes. Pourtant, une part de moi savait qu'il était encore là, quelque part. Je ne suis plus jamais retourné seul sur cette falaise. Parfois, en rêve, je me retrouve de nouveau face à cet homme bleu, et chaque fois, il lève la main vers moi, sans un mot. Je me réveille en sursaut, le goût du sel sur les lèvres, avec l'étrange impression que la mer essaie toujours de m'attirer, m'appelant de ses profondeurs insondables. Les nuits d'été sont toujours un peu étouffantes, même dans cette petite ville tranquille où je travaille comme veilleur de nuit. L'usine désaffectée est mon terrain de surveillance, une vieille bâtisse au passé glorieux où il ne reste plus grand-chose à voler. C'est un boulot calme, voire monotone, mais ça me laisse du temps pour penser, observer les étoiles et me balader à l'extérieur le long des vieux lampadaires. C'est là, entre ces réverbères éparpillés, que je l'ai vu pour la première fois. La lumière des lampes projette des halos irréguliers, des ombres allongées, et parfois, l'imagination fait le reste. Je suis le premier à me moquer de ceux qui pensent voir des fantômes dans chaque reflet. Mais ce soir-là, sous la lumière vacillante du réverbère central, une silhouette se tenait immobile. Elle semblait attendre quelque chose, ou quelqu'un, mais elle ne bougeait pas. Je l'ai observée de loin, pensant d'abord à un vagabond qui cherchait un abri. À mesure que je m'approchais, j'ai pu distinguer une figure mince, vêtue d'un manteau sombre. La lumière était faible, mais il y avait quelque chose de particulier dans son allure, un détail que je ne parvenais pas à saisir. Je me suis arrêté à une quinzaine de mètres. L'air était lourd, comme chargé d'électricité, et cette odeur de métal mouillé flottait autour de moi. J'ai hésité, cherchant à deviner les intentions de cet inconnu, mais il ne faisait aucun geste, aucun mouvement. Juste cette présence, figée. Ce n'est qu'en me rapprochant encore un peu que j'ai vu la couleur de sa peau. Un bleu pâle, presque lumineux sous les lampadaires. J'ai ressenti un étrange malaise, une sensation de froid qui contrastait avec l'humidité chaude de la nuit. Mes instincts de veilleur me disaient d'aller vers lui, de lui demander s'il avait besoin d'aide, ou de l'éloigner des lieux. Mais je n'ai pas avancé davantage. Une peur sourde me retenait. Il n'y avait aucune hostilité dans son regard, mais son immobilité me paralysait. J'ai reculé lentement, jusqu'à me retrouver dans l'ombre. À ce moment-là, il a levé la tête, et j'ai eu l'impression qu'il pouvait me voir, malgré la distance et l'obscurité. J'ai senti un frisson glacé courir le long de ma nuque. Je suis retourné dans le bâtiment, vérifiant les verrous des portes et des fenêtres, essayant de rationaliser ce que je venais de voir. J'ai surveillé l'extérieur toute la nuit, espérant secrètement que cette silhouette disparaisse au petit matin. Quand les premières lueurs du jour ont percé à travers les vitres sales, je suis sorti. Le réverbère central était éteint, et la silhouette avait disparu. Les nuits suivantes, tout est redevenu normal. Rien de notable, juste la routine. Mais chaque fois que je passais près de ces lampadaires, je jetais un coup d'œil rapide, par habitude ou par crainte. Jusqu'à ce que, 3 semaines plus tard, je le revois. Cette fois, il était plus près. Sous un réverbère différent, mais toujours avec cette posture figée. Je n'ai pas cherché à l'approcher. J'ai observé, du seuil de l'usine, les mains tremblantes. Sa peau bleue semblait presque émettre une lueur propre, un reflet que les lampes n'auraient pas pu créer. J'avais l'impression d'être face à une entité bien réelle, et pourtant irréelle. Les rumeurs se sont rapidement propagées parmi les rares collègues que j'avais. Certains parlaient d'un homme bizarre vu par d'autres vigiles, d'hallucinations dues à l'ennui ou à l'obscurité. Mais personne n'évoquait ce que j'avais vu, la couleur de cette peau, la froideur intense qu'il dégageait, l'immobilité parfaite. Cela ne ressemblait en rien aux témoignages de vagabonds aperçus ici et là. Peu à peu, l'idée d'être surveillé a commencé à me hanter. Je sentais sa présence, même lorsque je ne le voyais pas. Parfois, alors que je faisais ma ronde, un frisson me parcourait, comme si l'air changeait autour de moi. Il n'était jamais visible dans les caméras de sécurité, mais je savais qu'il était là. La lumière clignotait de temps à autre, comme un avertissement.
J'ai fini par quitter ce travail, laissant derrière moi l'usine, ses réverbères et cette silhouette bleue. Ce n'est que quelques mois plus tard, au détour d'un parc en ville, que je l'ai de nouveau aperçu. Sous un lampadaire, toujours cette immobilité, toujours ce même regard vide et ce froid qui m'envahissait. Depuis, je ne m'approche plus des réverbères. Je les évite, marchant toujours au centre de la route ou en plein jour. Mais même maintenant, en pleine lumière, j'ai cette sensation persistante d'être observé. Comme si, quelque part, à l'ombre des lampadaires, il attendait encore. J'adore les randonnées, surtout celles qui vous mènent hors des sentiers battus. Il y a quelque chose de profondément apaisant à se perdre volontairement dans la nature, loin des téléphones et des horaires. C'est une manière de se reconnecter, de se retrouver. Ce jour-là, j'avais décidé de m'éloigner des circuits habituels et de prendre un sentier presque abandonné qui serpentait à travers une vieille forêt. Le chemin était en piteux état, envahi par les ronces et la végétation. Mais c'était parfait pour moi. Je voulais du calme et de l'isolement. Au fil des heures, la lumière du jour commençait à s'adoucir. Je m'étais éloigné plus loin que prévu et je me suis retrouvé devant une clairière que je ne connaissais pas. C'était un espace ouvert, assez vaste, où une vieille cabane en bois se dressait, délabrée, couverte de mousse et de lierre. Elle n'avait pas l'air habitée depuis longtemps. Ce genre de découverte m'excite toujours, j'ai un faible pour les vieilles constructions oubliées. Je suis resté là, à examiner la cabane, puis j'ai décidé d'installer mon campement non loin, sur un terrain plat. La nuit tombait, et le silence se faisait plus lourd. J'avais allumé un petit feu pour me réchauffer et faire cuire un peu de nourriture. La chaleur des flammes faisait danser les ombres autour de moi. C'est là que j'ai ressenti pour la première fois cette présence. Un frisson m'a traversé le dos, cette sensation désagréable que quelqu'un vous observe. Je me suis retourné, mais il n'y avait rien. Juste l'obscurité dense et la cabane, dont la silhouette se découpait faiblement dans l'ombre. Je suis resté assis près du feu, essayant de me concentrer sur mes pensées, mais ce sentiment ne me quittait pas. Je scrutais l'obscurité de temps en temps, à la recherche d'un mouvement ou d'un bruit. Tout semblait normal, mais l'inquiétude grandissait en moi, sans raison apparente. C'est alors qu'il est apparu. Une silhouette debout, à la lisière de la clairière. Je ne pouvais pas voir son visage, seulement une forme humaine immobile. La lumière du feu n'éclairait pas assez loin pour révéler ses traits. J'ai senti mon cœur battre plus fort. Qui pouvait se trouver ici, aussi loin de toute civilisation? Je me suis levé lentement, mes yeux fixés sur la silhouette. « Il y a quelqu'un ?» ai-je demandé, ma voix brisant le silence épais de la forêt. Pas de réponse. La silhouette restait figée, comme une statue. Je me suis approché prudemment, espérant que ce soit un autre randonneur perdu, mais une partie de moi doutait. À mesure que je me rapprochais, la lumière du feu révélait plus de détails. C'est là que j'ai remarqué la couleur de sa peau. Elle était d'un bleu pâle, presque translucide sous la lumière vacillante. J'ai stoppé net, incapable d'avancer davantage. Cette personne, cet être, semblait me fixer, bien que je ne puisse distinguer aucun regard. Ses vêtements étaient anciens, comme sortis d'une autre époque, et trempés, comme s'il avait traversé une rivière ou la pluie. Pourtant, il n'y avait pas eu d'averse depuis des jours. Je ne sais pas combien de temps nous sommes restés ainsi, figés l'un face à l'autre. Puis, doucement, la silhouette a levé une main vers moi, un geste lent et calculé. Je me suis senti glacé de peur, incapable de bouger. Ce n'était pas une menace directe, mais ce geste avait quelque chose de profondément dérangeant. C'était comme s'il voulait me montrer quelque chose ou me guider quelque part. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai reculé instinctivement, sans quitter des yeux cette étrange apparition. À mesure que je m'éloignais, la silhouette restait immobile, sa main toujours levée. Une branche craqua sous mon pied, et le bruit sembla rompre un équilibre invisible. L'homme bleu a baissé la main et a commencé à s'éloigner lentement, retournant dans l'ombre des arbres. Je suis resté là, figé, écoutant le bruit de mes propres respirations. La silhouette avait disparu dans l'obscurité, comme un mirage qui s'évaporait. J'ai attendu longtemps avant d'oser bouger. Le feu crépitait doucement,
mais la chaleur qu'il émettait ne suffisait pas à chasser le froid intense que je ressentais à cet instant. Au matin, j'ai démonté mon campement en hâte et quitté la clairière sans me retourner. J'ai cherché à comprendre ce que j'avais vu, tentant de rationaliser cette rencontre, mais rien ne collait. Ce n'était pas un simple randonneur, j'en étais sûr. Une maladie de peau? Un vagabond fou? Tout cela semblait insuffisant pour expliquer l'étrangeté de la situation. Depuis ce jour, je me tiens éloigné des vieux sentiers oubliés. Je n'ai parlé à personne de cet étrange visiteur, pas par peur du ridicule, mais parce que je ressens encore cette froideur dès que j'y repense. J'essaie de me convaincre qu'il ne s'agissait que d'un homme égaré, mais la vérité, je le crains, est bien plus perturbante. Cette cabane abandonnée et cet homme bleu restent gravés dans ma mémoire, comme un avertissement muet. Je fais le taxi depuis une dizaine d'années. Pas forcément par passion, c'est plutôt un boulot qui s'est imposé à moi après quelques galères. Travailler de nuit a son lot d'avantages, les routes sont dégagées, les clients, souvent des gens pressés de rentrer, dorment à moitié à l'arrière. Ça me laisse mon petit monde tranquille, mes pensées et une playlist discrète en fond. C'était une nuit comme les autres. Une pluie fine, des rues désertes et ce silence propre aux petites heures du matin. J'étais garé sur l'avenue Saint-Martin, en train de jouer à un jeu débile sur mon téléphone, quand j'ai vu une silhouette s'approcher dans le rétroviseur. Il avait une allure droite, un pas assuré malgré la pluie. Il était vêtu d'un grand manteau noir et, sous la capuche, je distinguais à peine son visage. Il est monté à l'arrière sans dire un mot. Juste un hochement de tête. Pas de bonsoir ou de merci de vous être arrêté. Bon, des clients muets, j'en ai déjà eu des dizaines, donc je n'ai pas prêté attention. Je lui ai demandé où il allait, et il a simplement pointé vers le centre-ville. Aucun mot, juste ce geste. J'ai démarré. Le silence pesait un peu, mais c'était rien d'anormal. Parfois, les gens sont juste épuisés. Puis je me suis mis à remarquer quelque chose d'étrange. Dans le rétroviseur, je le voyais éclairé par les lumières des lampadaires. Sa peau avait une teinte bleutée, comme si les reflets de la rue se reflétaient bizarrement sur lui. Je me suis dit que c'était à cause des gouttes de pluie, de la fatigue. Mais ça restait dérangeant. J'ai tenté de briser le silence, une question basique, alors, vous travaillez tard? Pas de réponse. Je l'ai vu lever les yeux vers moi dans le miroir. Son regard était vide, creux. Pas de colère, pas d'hostilité, juste rien. Un frisson m'a traversé. Les phares d'une voiture croisée ont éclairé son visage une seconde de plus, et là j'ai vu, sa peau était réellement bleue. Un bleu terne, comme si elle avait perdu toute chaleur. C'était pas une réflexion, pas un effet de lumière. Ce mec était mort? Congelé? Malade? J'ai pris une grande inspiration et décidé de faire comme si de rien n'était. Peut-être un type avec une maladie de peau ou un truc médical bizarre, après tout. J'ai vérifié la destination sur mon GPS, c'était une ruelle sans nom derrière la vieille église du centre-ville. Je me suis dit qu'il habitait peut-être là, dans un vieil immeuble décrépit ou une pension miteuse. J'arrivais à destination, et il ne bougeait toujours pas. J'ai freiné, tourné la tête. On est arrivé, j'ai dit. Silence. J'ai insisté, un peu plus fort cette fois. Et puis, il a levé la main, comme pour me dire d'attendre. Il a déposé une petite boîte en bois sur le siège à côté de lui et, en une fraction de seconde, il a disparu. Pas de porte qui claque, pas de mouvement. Il n'était juste plus là. Je suis resté là, immobile, le cœur battant à tout rompre. Je me suis retourné, je suis sorti de la voiture pour vérifier s'il était parti, mais la rue était vide. Pas un bruit, juste la pluie qui tombait. J'ai regardé cette boîte, petite et carrée, avec des gravures presque effacées. Elle n'avait pas de serrure, rien de visible qui pourrait l'ouvrir. J'ai attendu quelques minutes, espérant que l'homme réapparaisse, qu'il me dise que tout ça n'était qu'une blague ou une erreur. Mais rien. J'ai fini par reprendre la route, emportant cette boîte avec moi. Je ne savais pas pourquoi, mais je n'avais pas le courage de l'ouvrir. Quand je suis rentré chez moi, j'ai laissé la boîte sur ma table de cuisine, comme si elle pesait une tonne.
J'ai essayé de dormir, mais des images de cet homme revenaient sans cesse. Au matin, quand j'ai enfin pris le courage d'ouvrir cette boîte, elle était vide. Mais un vide inquiétant. Comme si quelque chose avait été pris ou volé, je ne saurais l'expliquer. Depuis, je n'ai plus jamais repris ce chemin de nuit, et j'ai gardé la boîte. Je la regarde parfois, et à chaque fois, j'ai l'impression qu'elle cache encore quelque chose. Peut-être un secret, ou un lien avec cet homme bleu. Mais la vérité? Je ne la veux plus. Les nuits sont redevenues normales, mais je ne cherche plus à briser le silence avec mes passagers. Je n'attends plus rien d'autre que de voir la lumière du jour au bout du trajet. Je ne suis pas du genre à croire aux histoires de fantômes ou aux légendes urbaines. En tant qu'infirmière, j'ai toujours eu une approche pragmatique des choses. La souffrance, la mort, la maladie, tout ça fait partie de mon quotidien. Mais il y a quelque chose que j'ai vécu il y a quelques années et qui reste, encore aujourd'hui, un mystère auquel je ne parviens pas à donner une explication rationnelle. Je travaillais de nuit dans un hôpital qui venait de fermer. Un vieux bâtiment en périphérie de la ville, construit dans les années 1950 et qui avait, au fil du temps, accumulé son lot de légendes. C'était un endroit immense, avec des couloirs longs et vides qui résonnaient à la moindre cloche ou au bruit des chariots roulant sur le sol. Lorsque l'hôpital a été partiellement abandonné pour une nouvelle aile moderne, quelques équipes, dont la mienne, devaient encore surveiller les équipements et gérer les urgences rares. Une nuit, on m'a assigné à un tour de surveillance dans l'aile ancienne, qui devait rester verrouillée en dehors des rares passages d'entretien. C'était une partie de l'hôpital où l'on ne venait plus, où les chambres avaient été vidées, et où seule restait une odeur de désinfectant et de vieilles draperies humides. Je n'aimais pas ces rondes nocturnes, mais je m'y rendais par devoir, un livre à la main pour passer le temps. Je traversais un couloir faiblement éclairé quand j'ai entendu un bruit, un léger raclement, comme si quelque chose ou quelqu'un traînait un pied sur le sol. J'ai ralenti, mon cœur battant plus vite. Je me suis dit que c'était peut-être un rat ou un courant d'air déplaçant un objet. Mais le bruit s'est répété, de façon plus insistante. J'ai levé ma lampe torche et scruté l'obscurité, mais je n'ai rien vu. Je me suis avancé doucement, essayant de ne pas me faire d'illusions. La seule explication rationnelle était qu'un collègue s'était peut-être perdu dans cette aile peu fréquentée. Je suis arrivé à l'intersection de deux couloirs, et c'est là que j'ai vu quelque chose au bout de l'un d'eux. Une silhouette, immobile, debout près d'une fenêtre. Elle semblait me tourner le dos, regardant fixement l'extérieur. J'ai appelé d'une voix ferme, « Il y a quelqu'un ?» Pas de réponse. La silhouette n'a pas bougé. Un frisson m'a parcouru, mais je me suis ressaisi. Je me suis avancé avec précaution, mais pas résonnant dans le silence. À mesure que j'approchais, je distinguais mieux cette personne. Un homme, grand, vêtu d'une tenue d'hôpital ancienne, d'un blanc sale. La lumière des néons clignotants révéla sa peau, un bleu pâle, presque cadavérique. J'ai voulu crier, mais ma voix est restée coincée dans ma gorge. J'ai continué d'avancer malgré ma peur, déterminé à comprendre qui il était, pourquoi il se trouvait ici, et surtout, s'il avait besoin d'aide. Mais plus je me rapprochais, plus j'avais l'impression d'être aspiré dans une atmosphère lourde et froide. La lumière clignotait au-dessus de nous, rendant l'ombre de l'homme encore plus terrifiante. Alors que je m'approchais à seulement quelques mètres, il s'est retourné lentement. Ses yeux étaient noirs, sans éclat, et fixaient un point au-delà de moi. Il ne semblait pas me voir, ou peut-être m'ignorait-il. Sa bouche s'est ouverte, mais aucun son n'en sortait. Juste une expression vide et une peau bleutée qui me faisait penser à un corps resté trop longtemps dans l'eau glacée. Je me suis senti paralysé, incapable de bouger, ni de fuir. C'était comme si mon corps était pris dans une sorte de torpeur, une hypnose involontaire. L'homme a fait un pas en avant, et j'ai perçu une légère vibration dans l'air, une sorte de bourdonnement lointain, presque une mélodie sourde qui semblait provenir des murs eux-mêmes. Finalement, un bruit dans mon dos m'a fait sursauter. J'ai entendu une porte se refermer brusquement, ce qui m'a ramené à la réalité. Quand j'ai regardé à nouveau vers l'homme, il avait disparu. Il n'y avait plus rien, juste le couloir vide et la fenêtre ouverte, laissant entrer une brise glaciale. Je suis resté figé un instant, essayant de rationaliser ce que je venais de voir.
Un patient oublié? Un collègue déguisé? Tout cela n'avait pas de sens. J'ai quitté le couloir en hâte, sans oser me retourner, et je suis remonté vers la salle de garde. J'ai trouvé l'un de mes collègues, lui demandant s'il avait vu quelqu'un ou s'il savait si des patients ou des visiteurs s'étaient perdus. Il m'a regardé, l'air perplexe, et a secoué la tête. Il n'y a personne ici, juste nous et les gardiens. Les jours suivants, j'ai tenté de rationaliser cette rencontre, mais des détails persistaient, des images et des sons qui refusaient de s'effacer. J'ai interrogé d'anciens employés de l'hôpital, ceux qui travaillaient ici depuis les débuts. Une vieille infirmière m'a raconté une histoire troublante, celle d'un patient décédé tragiquement dans cette aile il y a des décennies. Un homme qui avait été isolé, car jugé mentalement instable, et qui avait fini par se suicider, abandonné à sa folie. On disait que son corps avait été retrouvé plusieurs jours après sa mort, la peau d'un bleu mortuaire à cause des conditions de froid intense dans la chambre où il avait été enfermé. Je ne sais toujours pas si j'ai croisé un esprit, une réminiscence du passé, ou si mon imagination a joué un mauvais tour à ma raison. Mais depuis cette nuit, je ne suis plus retourné dans cette aile. Chaque fois que je passe près de cette partie de l'hôpital, un frisson me parcourt, et l'image de cet homme bleu refait surface dans mes pensées. J'ai quitté cet hôpital peu de temps après, mais ce souvenir me hante encore. La nuit, lorsque je me réveille en sursaut, j'ai l'impression d'entendre ce bourdonnement lointain et de sentir la brise glaciale me frôler, comme un rappel que certaines ombres ne disparaissent jamais vraiment. Mon histoire commence par une simple routine, quelque chose de tout à fait banal dans ma vie. Je travaillais pour une organisation caritative, et mon rôle était de distribuer des repas et des couvertures aux sans-abri de la ville. Chaque semaine, je faisais le tour de mes points de distribution habituels, en essayant de garder un œil sur ceux qui vivaient dans les coins les plus isolés. Ce n'était pas un travail facile, mais c'était important. Il y avait cet ancien pont de chemin de fer, abandonné depuis des décennies, que les sans-abri fréquentaient souvent. Il formait un abri naturel sous ses arches massives, et c'était là que je m'arrêtais généralement pour offrir de la nourriture ou simplement discuter. Les gens là-bas étaient plutôt calmes, souvent invisibles pour le reste de la ville. Une nuit, alors que la pluie tombait dru, j'ai aperçu une silhouette assise sous l'une des arches. C'était un endroit où je n'avais pas l'habitude de voir quelqu'un, un coin plus reculé sous le pont, habituellement inondé quand le niveau de l'eau montait. Je me suis approché avec prudence, une lampe torche à la main. La silhouette restait immobile, et je pouvais à peine distinguer ses traits dans l'obscurité. En m'approchant, j'ai remarqué que cet homme portait des vêtements déchirés, complètement trempés, comme s'il était resté des heures sous la pluie. Il ne semblait pas m'entendre ni réagir à ma présence. Je me suis accroupi à une distance respectueuse et j'ai tenté de lui parler. « Bonsoir, vous allez bien ?» Silence. Pas un mouvement, rien. Je l'ai observé un moment, puis j'ai remarqué sa peau. Elle avait une teinte bleutée, comme quelqu'un qui aurait été exposé à un froid extrême pendant trop longtemps. Un frisson m'a parcouru, mais je me suis forcé à rester calme. « Je vous ai apporté de la soupe chaude », ai-je continué, essayant d'attirer son attention. Toujours aucune réaction. Alors que je réfléchissais à ce que je devais faire, il a lentement tourné la tête vers moi. Ses yeux étaient d'un noir profond, sans éclat. Un regard fixe, sans expression. La pluie battait toujours sur le pont, créant un bourdonnement de fond oppressant. J'ai tenté de lui tendre une couverture, pensant qu'il avait peut-être juste besoin de chaleur, mais il n'a pas bougé. Ses mains restaient posées sur ses genoux, complètement inertes. J'ai alors senti une étrange sensation de malaise m'envahir, une sorte de peur viscérale, sans raison apparente. J'ai reculé doucement, laissant la couverture à ses pieds. « Prenez ça, si vous avez froid », ai-je murmuré avant de m'éloigner. J'ai continué ma tournée, mais l'image de cet homme bleu ne me quittait pas. Il avait quelque chose de spectral, comme s'il n'appartenait pas tout à fait à ce monde. Les semaines suivantes, je l'ai revu sous le pont, toujours au même endroit. Il ne bougeait jamais, et je me demandais s'il mangeait ou buvait. J'ai interrogé d'autres sans-abri qui fréquentaient les lieux, mais aucun ne semblait connaître cet homme. Il disait juste que cet endroit était froid et étrange depuis quelque temps, et il préférait l'éviter. Ma curiosité a fini par prendre le dessus.
j'ai décidé de revenir un soir, seul, pour essayer de parler à cet homme, de comprendre qui il était ou s'il avait besoin d'aide. En arrivant sous le pont, j'ai ressenti immédiatement cette sensation de froid intense, malgré la chaleur de la soirée. La pluie avait cessé, mais l'air restait humide et lourd. Je me suis avancé lentement, et l'homme bleu était là, toujours immobile, le regard perdu dans le vide. Je me suis assis à une distance raisonnable, et j'ai allumé une petite lampe pour éclairer l'endroit. Les ombres des arches dessinaient des formes étranges sur les murs, et un frisson me parcourait à chaque souffle de vent. « Qui êtes-vous » ai-je demandé, presque malgré moi. Je ne m'attendais pas à une réponse, mais à ma grande surprise, il a bougé pour la première fois. Il a levé la tête et m'a fixé avec intensité. Ses lèvres ont bougé lentement, et un murmure presque inaudible a traversé l'espace entre nous. Je ne comprenais pas ses paroles, mais la mélodie de sa voix était hypnotique, presque apaisante, malgré le malaise qu'elle provoquait. Je me suis penché légèrement en avant, tendant l'oreille pour mieux entendre. Le murmure semblait résonner dans ma tête, se mêlant au bruit lointain de l'eau qui coulait sous le pont. C'était comme s'il parlait dans une langue ancienne, des mots que je ne pouvais pas comprendre, mais qui éveillaient une profonde tristesse en moi. Soudain, il s'est arrêté de parler et a tendu une main vers moi. Une main fine, presque translucide, d'un bleu glacé. J'ai ressenti une vague de panique. Ce geste simple avait quelque chose de profondément perturbant, comme une invitation à rejoindre un monde que je ne comprenais pas. J'ai secoué la tête, reculant instinctivement. J'ai quitté le pont précipitamment, le cœur battant à tout rompre. Pendant des jours, je n'ai plus osé m'y rendre, et j'ai tenté d'oublier cet homme bleu et son murmure. Mais l'image de sa silhouette me hantait, et chaque nuit, je rêvais de ce pont sombre et des eaux noires qui coulaient dessous. Finalement, j'ai parlé à mon superviseur de ce que j'avais vu. Il m'a écouté, puis m'a raconté une vieille histoire que les habitants du quartier connaissaient. On disait que, dans les années 1930, un homme s'était noyé sous ce pont, emporté par une crue soudaine. Son corps n'avait jamais été retrouvé, et depuis, des rumeurs circulaient sur une présence sous les arches, un homme des eaux, qui attendait toujours. Je ne sais pas si j'ai croisé une âme en peine, une manifestation de mon imagination, ou quelque chose de plus sombre. Mais depuis, chaque fois que je passe près de ce pont, je sens le froid m'envahir, et le murmure de l'homme bleu résonne dans mes pensées, comme un écho que je ne peux plus chasser. J'ai toujours aimé les voyages en train. Il y a quelque chose de particulier dans le ronronnement des roues sur les rails, ce sentiment de se déplacer tout en étant bercé par le rythme régulier du convoi. Lorsque je suis parti pour ce long voyage de nuit, je pensais profiter d'un moment tranquille, lire un peu, écouter de la musique, puis m'assoupir doucement avant d'atteindre ma destination au petit matin. Le compartiment était presque vide ce soir-là. Un vieil homme, une jeune femme qui dormait déjà, et moi. Le train traversait des paysages obscurs, les lumières des villages défilant comme des éclats fugaces dans la nuit. J'avais un livre à la main, mais mes yeux ne cessaient de se fermer sous l'effet du balancement du train et du bourdonnement léger des rails. À la gare suivante, quelques passagers sont montés. Un homme s'est installé en face de moi. Je n'y ai pas prêté attention au début, plongé dans mon livre. Mais à chaque fois que je relevais les yeux, son apparence étrange attirait ma curiosité. Il était grand, vêtu d'un long manteau sombre. Rien de particulièrement inhabituel, jusqu'à ce que la lumière vacillante du compartiment éclaire brièvement son visage. Sa peau avait une teinte bleutée, presque translucide, et ses yeux semblaient profondément enfoncés dans leurs orbites, comme deux perles noires. J'ai détourné le regard, mal à l'aise, en me disant que c'était probablement un effet de la lumière, une fatigue oculaire due au contraste entre mon livre et les ombres du train. J'ai continué ma lecture, mais une sensation de malaise me gagnait peu à peu. L'homme restait immobile, silencieux, les mains croisées sur ses genoux. Sa présence semblait peser lourdement dans l'atmosphère. Au bout d'un moment, j'ai senti son regard fixé sur moi. Pas un regard curieux ou amical, mais un regard insistant, scrutateur. J'ai essayé de l'ignorer, mais une part de moi était consciente de cette fixation, comme un poids physique. Je n'osais pas lever les yeux, mais j'ai fini par céder à la curiosité ou peut-être à l'instinct de survie qui vous pousse à vérifier une menace potentielle. Quand j'ai enfin osé le regarder,
ses yeux noirs rencontraient les miens. Un vide insondable, une profondeur qui me donnait l'impression de regarder dans un gouffre sans fin. Son visage ne montrait aucune expression, et une sueur froide a commencé à me glisser le long du dos. Le train roulait à vive allure, le compartiment tremblait légèrement. Les autres passagers étaient plongés dans leur sommeil ou concentrés sur leurs propres affaires. La scène était presque normale, mais une tension invisible faisait battre mon cœur un peu plus vite. Je me suis dit que j'étais peut-être en train de rêver, que la monotonie du voyage et la fatigue provoquaient une sorte d'hallucination. Mais chaque fois que je clignais des yeux, l'homme était toujours là, inchangé. Je me suis levé brusquement, prétendant aller aux toilettes pour échapper à ce regard oppressant. Je suis sorti du compartiment, et j'ai traversé le couloir pour m'adosser à la paroi extérieure. J'essayais de retrouver mon souffle, le cœur battant à tout rompre. Le train filait dans la nuit noire, et je me sentais de plus en plus isolé. Quelques minutes plus tard, j'ai rassemblé mon courage pour retourner à ma place. J'ai jeté un coup d'œil rapide par la fenêtre du compartiment. Il était toujours là, immobile. La jeune femme dormait toujours profondément, et le vieil homme lisait un journal, inconscient de la situation. J'ai pris une grande inspiration et suis rentré. Je me suis assis à ma place, essayant de paraître normal, mais l'homme a soudainement incliné la tête vers moi, presque imperceptiblement. Son regard n'avait pas changé, toujours ce vide insondable. Puis, lentement, il a murmuré quelques mots que je ne pouvais pas comprendre, des paroles chuchotées dans une langue ancienne ou étrangère. Sa voix était à peine audible, mais elle semblait résonner directement dans ma tête. Je n'ai pas répondu, la peur me clouant sur place. Mon esprit cherchait désespérément une explication, mais rien ne faisait sens. L'homme s'est redressé légèrement, toujours en me fixant, et j'ai perçu une froideur qui émanait de lui, un froid presque surnaturel, comme si l'air autour de nous s'était soudainement figé. Soudain, le train a ralenti brusquement, arrivant à une gare perdue au milieu de nulle part. L'homme a détourné le regard, et sans un mot, il s'est levé. Sa démarche était lente et silencieuse. Il est sorti du compartiment, ses pas résonnant faiblement dans le couloir désert. J'ai regardé par la fenêtre, et je l'ai vu descendre sur le quai sombre, se fondant dans les ombres comme une silhouette dessinée à l'encre. Le train est reparti, et une vague de soulagement m'a envahi. Les passagers n'avaient rien remarqué, tout semblait redevenu normal. Mais moi, je restais là, tremblant et incapable de me concentrer sur quoi que ce soit. L'image de cet homme bleu restait gravée dans mon esprit, son regard et sa voix résonnaient encore en moi. Je suis descendu à ma gare sans un mot, et je n'ai raconté cette histoire à personne pendant longtemps. À chaque voyage en train, je scrute les compartiments, guettant une silhouette familière. Je n'ai plus jamais revu cet homme, mais la peur est toujours là, tapie dans un coin de ma mémoire. Je ne sais pas qui il était, ni ce qu'il voulait. Était-ce une simple hallucination, une fatigue due au voyage? Ou un être venu d'un autre temps, d'un autre monde, qui se perd dans les trains de nuit, à la recherche de quelque chose ou de quelqu'un? Je n'aurai probablement jamais de réponse, mais chaque fois que je monte dans un train, l'image de cet inconnu me revient, et avec elle, la certitude que certaines rencontres changent à jamais notre vision du monde. L'écriture a toujours été ma passion. Le monde extérieur a un poids qui me pèse parfois, mais devant mon bureau, avec un carnet ou un clavier, je me sens léger, presque invincible. Je vis seul dans un appartement au dernier étage d'un vieux bâtiment. C'est une chance d'avoir une grande fenêtre orientée plein sud qui donne sur le parc en contrebas. C'est un petit havre de paix où je puise souvent mon inspiration. Les nuits sont mes moments d'écriture favoris. L'obscurité calme les bruits de la ville, et je peux plonger dans mes pensées, guidé uniquement par la lumière de ma lampe de bureau. Cette habitude de travailler la nuit m'a souvent fait oublier le passage du temps, jusqu'à ce que les premières lueurs de l'aube apparaissent. Mais récemment, ma routine a été perturbée par quelque chose que je n'arrive pas encore à expliquer. Tout a commencé par une simple sensation, un sentiment étrange, comme si quelque chose n'allait pas. J'étais assis devant ma fenêtre ouverte, respirant l'air frais de la nuit tout en me perdant dans mes mots, quand j'ai eu cette impression d'être observé. J'ai balayé la pièce du regard, mais il n'y avait rien. La rue était déserte, les lampadaires diffusant une lumière douce et vacillante. J'ai chassé cette pensée et repris mon écriture.
La première nuit, ça s'est arrêté là, juste un moment d'inconfort. La deuxième nuit, la sensation était plus forte. Comme si une paire d'yeux me fixait. Mon esprit tentait de rationaliser cette impression, en l'attribuant à ma fatigue ou à une imagination trop fertile. Cependant, je ne pouvais m'empêcher de jeter des coups d'œil à la fenêtre, plus par réflexe qu'autre chose. Et puis, il y a eu cette troisième nuit. Le silence était total, le parc en contrebas noyé dans une obscurité paisible. J'avais allumé une petite lampe, pour ne pas fatiguer mes yeux, et l'ambiance tamisée me plongeait dans une bulle de tranquillité. C'est là que je l'ai vue. Une ombre, immobile, derrière la vitre. Je me suis figé. Mon cœur battait si fort que je sentais chaque pulsation dans mes tempes. J'ai cru que c'était une illusion, un jeu de lumière, mais l'ombre était bien réelle. Un homme, ou une silhouette masculine, se tenait juste derrière la fenêtre, le visage indiscernable à cause du contre-jour. J'ai voulu crier, mais aucun son n'est sorti. Mes doigts se sont crispés sur le bord de mon bureau, et j'ai dû faire un effort surhumain pour me lever lentement. Je me suis approché, centimètre par centimètre, jusqu'à ce que mon nez touche presque la vitre. C'est là que j'ai vu son visage. Il avait la peau d'un bleu profond, comme si elle avait été figée par un froid surnaturel. Ses yeux étaient d'un noir intense, sans pupille visible. Aucune expression, juste un regard vide, et pourtant insistant, comme s'il voulait me dire quelque chose. La lumière du lampadaire derrière lui semblait créer une aura pâle, accentuant cette couleur irréelle. J'ai reculé brusquement, renversant ma chaise. L'ombre n'a pas bougé. J'ai tenté de retrouver mon souffle, les mains tremblantes. Quand j'ai relevé les yeux, il avait disparu. Pas de bruit, pas de mouvement, juste la fenêtre ouverte sur le vide. La rue était déserte, le parc silencieux. C'était comme si tout cela n'avait été qu'une hallucination passagère. Les nuits suivantes, j'ai refusé d'écrire devant la fenêtre. J'ai tiré les rideaux, bloquant la vue sur l'extérieur. Pourtant, je sentais toujours cette présence, cette ombre qui rôdait derrière la vitre. Je me réveillais souvent en pleine nuit, persuadé qu'il était là, observant dans le noir. Une peur irrationnelle m'envahissait chaque fois que j'entendais le vent souffler contre les vitres. Une nuit, je me suis levé en sueur, l'impression d'avoir entendu un grattement. Les rideaux étaient fermés, mais la lumière filtrante révélait une silhouette immobile derrière eux. J'étais paralysé. Mon esprit essayait de trouver une explication, mais une part de moi savait que cette présence n'était pas humaine. J'ai pris une grande respiration et tiré les rideaux d'un coup sec. Rien. Pas d'ombre, pas de visage bleu, juste la ville endormie sous la lumière des réverbères. Mais ce n'était pas un soulagement. C'était pire. Comme si l'absence de cette figure rendait la situation encore plus dérangeante. J'ai refermé les rideaux et me suis éloigné de la fenêtre, incapable de retourner écrire. Les semaines suivantes, les apparitions ont continué. Toujours une silhouette, toujours à la fenêtre, jamais en mouvement. Il ne faisait que regarder, me fixant dans un silence oppressant. J'ai commencé à perdre le sommeil, à redouter chaque coucher de soleil. La nuit était devenue un cauchemar éveillé. Finalement, j'ai pris la décision de déménager. J'ai quitté cet appartement et choisi un logement en ville, sans vue directe sur la rue. Pendant un temps, j'ai cru être débarrassé de cette présence, mais le sentiment d'être observé ne m'a jamais quitté. Parfois, je me réveille en sursaut, persuadé de voir une ombre fugace passer devant la fenêtre de ma nouvelle chambre. Je ferme les rideaux en me disant que ce n'est rien, juste un mauvais souvenir. Pourtant, chaque fois que j'aperçois une lueur dans le noir, une ombre qui semble me suivre, je me rappelle ce visage bleu derrière la vitre. Ce n'est pas un rêve. Je sais qu'il est toujours là, quelque part, à attendre patiemment. Et moi, je continue à vivre avec cette peur persistante de croiser de nouveau son regard à travers une fenêtre ouverte. Il y a des choses que je n'aurais jamais dû voir, et des souvenirs que je ne peux pas effacer. C'est le genre d'expérience qu'on n'ose même pas raconter, de peur de passer pour fou, ou pire encore, de réveiller ceux qui sommeillent là-bas, dans les profondeurs. Je m'appelle Gabriel, et j'étais officier sur un sous-marin de la marine française, le Cérès. C'était un vieux bâtiment, mais fiable,
sur lequel nous avions tous appris à nous fier les uns aux autres et à nos équipements. On plaisantait souvent sur les bruits étranges qu'on entendait parfois, des grincements et des chocs dus à la pression. Mais tout cela faisait partie du quotidien. Du moins, jusqu'à cette mission. Nous étions en exercice au large des côtes nordiques, loin de tout trafic maritime. L'objectif était de tester de nouveaux systèmes de sonar et de communication en immersion prolongée. Une mission de routine, ni plus ni moins. Nous étions à environ 300 mètres de profondeur, les moteurs calés pour une avancée lente. Je me souviens du silence à bord, seulement perturbé par les bruits réguliers des machines et les échanges succincts entre les membres d'équipage. C'est alors que le premier incident est survenu. Les relevés sonars ont détecté un écho inhabituel, quelque chose de grand, mais indéterminé. Ce n'était pas un poisson, ni un autre sous-marin, d'après nos données. Juste une masse se déplaçant lentement, parallèlement à nous. J'étais de quart à ce moment-là, et notre chef sonar, Dupont, semblait nerveux. Il m'a appelé pour vérifier les écrans, et bien que je ne sois pas un expert en acoustique, j'ai immédiatement senti que quelque chose n'allait pas. L'écho était trop régulier, comme une forme rigide. Nous avons essayé de communiquer avec la base, mais les transmissions étaient brouillées, ce qui n'avait jamais été un problème auparavant à cette profondeur. Nous avons mis les systèmes en veille, et le CRS s'est immobilisé, flottant doucement au gré des courants. C'est là que ça a commencé à dégénérer. Un fracas retentissant a secoué tout le sous-marin. Un choc si violent que nous avons d'abord cru à une collision avec un obstacle sous-marin. Mais il n'y avait rien à proximité, d'après les relevés. Le capitaine a ordonné des vérifications, et moi, j'ai pris une équipe pour inspecter l'extérieur du navire à travers les caméras externes. Sur les écrans, les projecteurs révélaient des parties du sous-marin, luisantes sous la pression de l'eau. Rien d'anormal, à part une étrange brume marine qui semblait envelopper la coque par endroits, comme si des courants chauds et froids se rencontraient brusquement. Puis, à la poupe, quelque chose a attiré mon attention. Une silhouette. Une forme humaine, ou du moins ce qui en avait l'apparence, semblait flotter contre la coque. Je pensais d'abord à un plongeur en difficulté, mais c'était impossible à une telle profondeur. J'ai zoomé sur l'image, et là, j'ai senti mes entrailles se nouer. La silhouette avait la peau d'un bleu pâle, presque lumineux, et ses yeux étaient d'un noir profond. Je n'avais jamais vu ça, et je sentais un frisson glacé me parcourir, même dans l'air sec de la salle de contrôle. J'ai voulu prévenir le capitaine, mais avant de pouvoir formuler quoi que ce soit, la silhouette a tourné la tête vers la caméra, comme si elle savait que je la regardais. Ses lèvres ont bougé, sans émettre un son, mais j'ai ressenti les mots résonner dans ma tête, d'une manière incompréhensible. C'était une langue étrange, une mélodie sourde, presque envoûtante. L'un des matelots près de moi s'est mis à crier, et je l'ai vu, les yeux écarquillés, fixant un autre écran. Une deuxième silhouette, puis une troisième apparaissait sur les caméras. Tout avec ce même visage figé et cette peau bleutée. C'était comme un cauchemar éveillé. J'ai senti ma raison vaciller, et je me suis éloigné des écrans, cherchant désespérément à échapper à ces regards noirs. Les lumières du sous-marin se sont mises à clignoter, et une alarme s'est déclenchée. Le capitaine a ordonné une remontée d'urgence, mais les commandes semblaient bloquées, comme si quelque chose maintenait le CRS en place. La panique s'est propagée à bord. Les voix se sont mêlées aux cris et aux alertes sonores. J'ai couru vers la salle des machines, pensant trouver une solution technique, mais tout était hors de contrôle. C'est alors que j'ai entendu cette voix, une voix douce et chantante, qui semblait provenir des murs du sous-marin. Une voix qui m'appelait par mon nom. J'ai senti ma vision se troubler et mes pensées se dissoudre. Une part de moi voulait répondre à cet appel, ouvrir les sas, laisser entrer ces êtres bleus. Heureusement, le capitaine m'a tiré par le bras, me ramenant à la réalité. J'ai lutté pour retrouver mes esprits, mais je voyais dans les yeux des autres membres d'équipage que certains avaient déjà perdu pied. Le CRS a fini par remonter en surface, d'une manière que je ne peux toujours pas expliquer. Les silhouettes avaient disparu, et le sous-marin semblait étrangement intact, malgré les secousses et les chocs que nous avions subis. La marine a classé l'incident comme un phénomène acoustique et psychologique dû aux conditions de confinement. Une explication pratique pour masquer l'incompréhensible. Nous avons été mis en quarantaine, interrogés pendant des jours.
Beaucoup ont quitté la marine après cet événement, incapables de supporter le poids de ce souvenir. Quant à moi, j'ai tenu un journal de bord, consignant tout ce que j'avais vu et ressenti. C'est mon seul moyen de faire face à cette vérité que personne ne veut reconnaître. Je n'ai jamais remis les pieds sur un sous-marin. Parfois, la nuit, j'entends encore cette voix, douce et insistante, qui semble m'appeler des profondeurs. Je sais que ce n'était pas un simple accident, ni une hallucination collective. Quelque chose de plus ancien et de plus sombre rôde sous l'eau, et ces silhouettes bleues en sont les messagères. Depuis, je n'ose plus approcher de l'océan, de peur de répondre de nouveau à cet appel. Les vieilles ruines côtières m'ont toujours fasciné. J'étais étudiant en archéologie, avec une spécialisation en civilisations anciennes, et ce qui m'attirait le plus, c'était l'idée de découvrir ce qui se cachait sous les couches du temps. Je passais souvent mes week-ends à explorer des sites abandonnés, des vestiges de civilisations disparues, cherchant à déterrer des fragments d'histoires oubliées. La plupart du temps, je ne trouvais que des morceaux de poterie, des outils rouillés ou des pierres gravées par l'érosion. Rien de palpitant, mais ça me suffisait. Un de mes professeurs m'avait parlé d'un vieux site en bord de mer, à l'écart des chemins touristiques, une série de ruines anciennes que peu de gens avaient explorées en profondeur. Une petite légende locale parlait d'une « malédiction des eaux », mais pour moi, ce n'était que des contes pour impressionner les amateurs de folklore. J'ai décidé de m'y rendre un samedi matin, seul, équipé de mon sac à dos et de mes outils de fouille. Le site était vraiment isolé. Une série de murs effondrés, de colonnes brisées, le tout surplombant une falaise qui se jetait dans l'océan. J'ai commencé à explorer, notant les moindres détails. Les pierres étaient anciennes, bien plus que ce que je m'étais imaginé, et certaines étaient couvertes de gravures presque effacées. Je passais mes doigts sur les symboles, tentant de comprendre leur signification, quand j'ai remarqué un escalier de pierre qui semblait descendre vers une sorte de cave. La cave était partiellement inondée par l'eau de mer qui remontait à marée haute, mais le niveau d'eau était bas à ce moment-là, et je pouvais distinguer des marches qui descendaient encore plus profondément. Je me suis équipé de ma lampe torche et j'ai décidé de descendre, malgré l'odeur de moisissure et le claquement sinistre de l'eau contre les parois. En bas des marches, il y avait une petite pièce taillée dans la roche. Elle était sombre, mais je pouvais voir des motifs sur les murs, similaires à ceux de la surface, mais bien mieux conservés. Je me suis accroupi pour examiner l'un d'eux, un cercle entrelacé de lignes courbes qui formait une sorte de spirale. En effleurant les gravures, j'ai ressenti une étrange vibration dans la roche, comme un écho sous mes doigts. C'est à ce moment que j'ai entendu un bruit derrière moi. Un léger clapotis d'eau, suivi d'une respiration lente et profonde. Je me suis retourné brusquement, ma lampe balayant l'obscurité, et c'est là que je l'ai vu. Un homme se tenait là, dans l'eau jusqu'aux genoux. Sa peau était d'un bleu pâle, presque phosphorescent dans l'obscurité, et il portait des vêtements déchirés et usés, comme s'ils étaient là depuis des siècles. Il me regardait, immobile, et ses yeux, d'un noir d'encre, semblaient absorber la lumière de ma torche. J'ai figé. Mes muscles refusaient de bouger, mon esprit cherchant désespérément une explication rationnelle. L'homme ne bougeait pas, mais sa présence était oppressante. Il n'y avait rien d'agressif dans son attitude, pourtant, je ressentais une terreur sourde, comme si chaque cellule de mon corps comprenait qu'il n'était pas naturel, qu'il ne devrait pas exister ici. Il a ouvert la bouche, mais aucun son n'est sorti. Juste un souffle, comme un vent humide et froid. Puis il a levé une main, un geste lent et fluide, m'invitant à approcher. Une part de moi voulait obéir, comme si une force invisible me poussait vers lui. Je sentais mes pieds glisser sur la pierre humide, ma lampe vacillant entre mes doigts. Je me suis repris juste à temps, reculant de quelques pas jusqu'à heurter les marches. L'homme n'a pas réagi. Il restait là, les bras le long du corps, me fixant de ses yeux noirs, insondables. J'ai senti une sorte de bourdonnement dans ma tête, une pression croissante qui m'étourdissait. Les symboles gravés sur les murs semblaient pulser faiblement, comme s'ils étaient vivants. Je ne me souviens pas exactement de comment je suis remonté. J'ai dû courir, ou trébucher à moitié sur les marches, mais je me suis retrouvé dehors, à l'air libre, le souffle court et le cœur battant à tout rompre. Les ruines semblaient différentes, plus sombres, comme si le ciel s'était couvert pendant mon absence.
Je me suis précipité vers ma voiture, abandonnant sur place une partie de mon matériel. Une fois rentré chez moi, j'ai tenté d'oublier ce que j'avais vu. J'ai essayé de me convaincre que c'était un effet de la fatigue, une hallucination due à l'obscurité et à l'atmosphère étrange de ce lieu. Mais les nuits qui ont suivi, je n'arrêtais pas de rêver de cette cave, de ces symboles et de cet homme bleu qui m'appelait silencieusement. Un soir, en feuilletant mes notes et les croquis des symboles, j'ai ressenti une étrange résonance, comme si les dessins sur le papier murmuraient doucement. Les mêmes mots qui résonnaient dans la cave, un chant à peine perceptible. Je savais que je devais retourner là-bas, découvrir ce que cachait cet endroit, mais une part de moi comprenait que ce serait un aller sans retour. J'ai brûlé mes notes et mes croquis. Depuis, je n'ai plus mis les pieds sur ce site. Parfois, en observant l'océan, je crois apercevoir une silhouette à l'horizon, debout sur les vagues, comme une promesse silencieuse. Et chaque fois, une voix murmure dans ma tête, me rappelant les ruines et l'invitation de cet hôte bleu, patient, dans l'ombre des vieilles pierres. Je m'appelle Lucas, et j'ai toujours une fascination pour l'étrange. Pas les trucs de films d'horreur ou de contes populaires trop exagérés, mais les détails inexpliqués de notre réalité. Les petites anomalies qui se cachent dans les coins sombres de notre monde. Je suis photographe, et ma spécialité, ce sont les lieux abandonnés, les atmosphères particulières, et parfois, les phénomènes qui n'ont pas de réponse immédiate. J'ai commencé à publier mon travail en ligne et, au fil des années, j'ai attiré un petit public qui partageait ma passion. Un de mes abonnés m'a un jour envoyé un message, me parlant d'un vieil hôpital abandonné près de la côte. Le genre de bâtiment que l'on trouve rarement mentionné dans les guides urbex habituels, caché derrière une épaisse forêt et interdit d'accès par les autorités locales. Une aubaine pour un photographe en quête de mystère. Je me suis préparé et je suis parti pour un long week-end d'exploration, seul comme toujours. L'endroit était sinistre, même de jour. Des murs effondrés, des fenêtres sans vitres, et une végétation sauvage qui semblait reprendre ses droits. L'air était humide, chargé d'une odeur de terre et de moisie. J'ai commencé à explorer les étages, prenant des photos des couloirs délabrés, des vieilles salles d'opération et des chambres où le temps s'était arrêté. L'ambiance était pesante, mais je m'y attendais, c'était typique de ce genre de lieu. Vers la fin de la journée, alors que la lumière déclinait, je suis descendu au sous-sol. C'était la partie la plus sombre et la plus endommagée de l'hôpital, celle où l'humidité avait creusé des sillons dans les murs et où l'eau stagnait par endroits. C'est là que j'ai ressenti cette première sensation d'étrangeté, comme si l'air devenait plus épais, plus oppressant. Mais je ne pouvais pas partir sans avoir tout exploré. Je suis tombé sur une grande salle, vide à l'exception d'un vieux lit d'hôpital rouillé, placé contre le mur du fond. La lumière de ma lampe révélait des taches d'humidité en forme de cercles irréguliers, et sur les murs, des graffitis laissés par des visiteurs passés. Je me suis accroupi pour prendre quelques photos en jouant avec les contrastes des ombres et des lumières, quand j'ai remarqué quelque chose bouger dans le coin de mon cadre. En relevant la tête, je n'ai rien vu d'anormal, juste cette grande pièce vide. Mais quand j'ai vérifié la photo sur mon appareil, une silhouette floue était apparue près du lit, presque invisible, mais présente. L'image montrait un homme, ou ce qui semblait être un homme, dont la peau avait une teinte bleutée. Ce n'était pas clair, presque une ombre, mais cette couleur anormale me troublait. Je suis resté figé, tentant de comprendre d'où cela venait. J'ai pris une série de photos en pivotant lentement sur moi-même, scrutant l'obscurité. Une nouvelle image révélait encore cette silhouette, mais cette fois-ci, elle était un peu plus nette et plus proche. J'ai ressenti une montée de panique, mais aussi une fascination étrange. J'ai continué à photographier, mes mains devenant tremblantes à chaque nouvelle prise de vue. À chaque cliché, la silhouette bleue semblait se rapprocher, comme si elle se matérialisait progressivement dans l'objectif de mon appareil. Quand j'ai relevé les yeux, je n'ai rien vu, mais je savais qu'il y avait quelque chose. J'ai capté un léger murmure, un souffle presque imperceptible qui semblait m'appeler depuis l'ombre. Je voulais partir, mais une part de moi refusait de lâcher l'appareil, comme si ces photos pouvaient contenir une vérité cachée. Au dernier cliché, l'image était claire. Un homme se tenait là, vêtu de vêtements humides et usés, la peau d'un bleu terne, les yeux d'un noir profond. Il me regardait, immobile,
comme s'il attendait quelque chose de moi. J'ai levé ma lampe, balayant la pièce d'un geste brusque, mais il n'y avait rien. Juste ce lit rouillé et le bruit de mes propres respirations. Je suis sorti précipitamment, les mains moites et le cœur battant à tout rompre. Une fois à l'extérieur, je me suis forcé à respirer calmement, essayant de comprendre ce que je venais de voir. Je me suis convaincu que c'était une illusion, un jeu de lumière ou une tache sur l'objectif. Mais les photos racontaient une autre histoire. Rentré chez moi, j'ai examiné chaque image sur mon ordinateur, zoomant et ajustant les contrastes. La silhouette était bien là, plus nette à chaque photo, comme si elle se rapprochait de moi. La dernière photo montrait un visage presque humain, mais aux traits déformés par une sorte de douleur silencieuse. Ses yeux me fixaient directement, et j'ai ressenti une vague de froid intense en croisant son regard. Pendant des jours, j'ai hésité à publier les photos. Je savais que ce que j'avais vu n'avait rien de rationnel, mais je ne pouvais m'empêcher de les analyser encore et encore. Je voulais des réponses, des preuves. J'ai contacté quelques experts en phénomènes paranormaux, mais aucun n'a pu expliquer ce que j'avais capturé. Depuis, je n'ai plus retourné sur le site de l'hôpital. Je ne dors plus aussi bien non plus. Parfois, dans l'obscurité de ma chambre, je ressens une présence, comme un souffle froid sur ma nuque, et je me retourne brusquement pour allumer la lumière. Rien. Pourtant, je sens que quelque chose continue de me suivre. Les photos sont toujours stockées sur mon ordinateur, et à chaque fois que je les consulte, je vois ce visage se rapprocher un peu plus, comme si chaque regard l'appelait à moi. La plage était mon refuge, le seul endroit où je pouvais échapper au bruit incessant de la ville et à l'agitation de la vie quotidienne. Quand les journées devenaient trop lourdes, j'aimais m'y rendre après le coucher du soleil, lorsque le sable se refroidissait et que la mer se changeait en une étendue d'encre noire. Les vagues étaient le seul bruit ambiant, et le clair de lune projetait des reflets argentés sur l'eau. J'allais souvent là-bas pour me vider l'esprit, assis au bord de l'eau, les pieds caressés par les vagues. Un soir, alors que la lune était particulièrement basse et la marée montante, j'ai commencé à entendre un chant étrange. Pas une musique nette, mais un son mélodieux porté par le vent, semblable au murmure des vagues mais plus rythmé. Je me suis redressé, pensant d'abord qu'il s'agissait de quelqu'un qui chantait un peu plus loin, peut-être un autre visiteur nocturne. Je n'ai aperçu personne, pourtant le chant semblait se rapprocher. Il était beau et mélancolique, une mélodie sans paroles, comme un vieux chant de marin ou une berceuse oubliée. Intrigué, j'ai commencé à marcher le long de la plage, cherchant l'origine de cette musique. À mesure que j'avançais, le son se faisait plus clair, comme une voix humaine, douce et éthérée. J'ai aperçu une silhouette, près des rochers au bout de la plage, debout à moitié immergé dans l'eau. J'ai ralenti, mes sens en alerte, le cœur battant un peu plus fort. La personne, ou ce qui semblait être une personne, se tenait dos à moi, et je pouvais voir ses cheveux sombres et humides couler le long de son dos. Je me suis approché, essayant de discerner son visage sans être intrusive, le chant continuant de flotter dans l'air. Quand je suis arrivé à quelques mètres de l'eau, la silhouette s'est lentement retournée. C'était un homme, mais son teint était étrange, d'un bleu terne, presque comme une peau trop longtemps restée sous l'eau. Ses yeux, d'un noir profond, ne reflétaient pas la lumière de la lune. J'ai ressenti un frisson me parcourir, mais je n'ai pas bougé. Son chant s'est arrêté, et le silence m'a semblé soudainement oppressant. Il me fixait sans rien dire, et je me suis senti obligé de lui parler, de briser ce silence lourd de sens. « Bonsoir » ai-je murmuré, ma voix se perdant dans le bruit des vagues. Pas de réponse, juste son regard plongé dans le mien. Il n'y avait pas de colère ou de tristesse, juste une neutralité dérangeante, comme un vide. J'ai fait un pas en arrière, sentant une peur inexplicable grandir en moi. L'homme bleu a alors levé une main, paume ouverte vers moi. Je n'ai pas su pourquoi, mais ce geste simple me paraissait lourd de signification. Une invitation à le rejoindre, à entrer dans l'eau ou à partager ce silence avec lui. Une sorte d'appel muet que je comprenais sans pouvoir l'expliquer. J'ai reculé encore, sentant le sable humide sous mes pieds, et je me suis retourné pour partir. Je ne me souviens plus si j'ai couru ou marché vite, mais je sais que j'ai mis une distance entre nous. Je suis retourné à ma voiture, encore secoué,
essayant de rationaliser ce que je venais de voir. Une hallucination, me suis-je dit. Peut-être un sans-abri ou un pêcheur blessé, quelqu'un qui avait perdu la raison après des jours passés seul. Pourtant, cette nuit-là, le chant ne me quittait pas. Je l'entendais encore dans mes rêves, doux et inquiétant à la fois. Les jours suivants, je suis retourné sur la plage, espérant secrètement recroiser cette silhouette, ou trouver une explication logique à cette rencontre. Mais chaque fois, la plage était vide, les vagues silencieuses. Quelques semaines plus tard, lors d'une autre promenade nocturne, le chant est revenu. Identique, avec cette même mélodie lente et mélancolique. J'ai senti mon cœur s'accélérer, et mes jambes semblaient se mouvoir seules, me guidant vers les rochers. Encore une fois, l'homme bleu se trouvait là, debout dans l'eau, immobile. Cette fois, il ne s'est pas retourné. Je l'ai observé, le regardant chanter, et j'ai senti mes pieds s'enfoncer dans le sable mouillé, mes pensées se brouillant peu à peu. Il n'y avait plus de peur, seulement une étrange fascination, comme un lien invisible qui me poussait à m'approcher. J'ai fait un pas vers lui, puis un autre, l'eau montant jusqu'à mes chevilles. Mais un cri lointain m'a ramené à moi. Une voix, quelque part derrière, m'appelait. Je me suis retourné brusquement, cherchant l'origine du cri. Une silhouette se tenait sur la plage, une personne agitant une lampe torche. J'ai cligné des yeux, confuse, avant de réaliser que j'étais presque immergé dans l'eau, sans même m'en rendre compte. Je suis sorti précipitamment de l'eau, les jambes tremblantes. Quand je me suis retourné pour vérifier si l'homme bleu était encore là, il avait disparu. L'autre silhouette s'est approchée, et j'ai reconnu un garde de la plage, qui m'a demandé si tout allait bien. J'ai menti, prétendant m'être perdu dans mes pensées. Je ne savais pas comment expliquer ce que j'avais vécu. Depuis ce jour, je n'ai plus osé retourner sur cette plage la nuit. Pourtant, le chant continue de résonner en moi, comme une mélodie que l'on n'arrive jamais à oublier. Les rares fois où je passe près de la mer, je suis tenté de m'arrêter et d'écouter, espérant et redoutant à la fois entendre cette voix. Je sais que quelque chose m'attend là-bas, un chant ancien et une invitation muette que je ne veux plus accepter. Mais malgré moi, l'appel de la mer reste ancré dans mes pensées, et une part de moi craint le jour où je ne pourrai plus résister à cet étrange envoûtement. Je suis ingénieur civil, spécialisé dans les infrastructures hydrauliques. Mon travail consiste à inspecter des barrages, des écluses, des digues, tout ce qui régule l'eau et empêche les catastrophes. J'ai toujours aimé ce métier, même s'il n'est pas vraiment prestigieux ou palpitant pour le grand public. Il y a quelque chose de satisfaisant dans le fait de comprendre les mécanismes de l'eau et de prévenir les risques. Mais si j'ai appris une chose, c'est que l'eau garde ses secrets, et parfois, elle murmure. Il y a un an, on m'a envoyé inspecter une ancienne écluse abandonnée depuis des décennies. Les archives n'étaient pas claires sur sa date de construction exacte, mais elle se trouvait en amont d'un petit village qui avait été abandonné à cause d'une inondation il y a longtemps. Mon supérieur voulait simplement vérifier l'état de la structure pour décider de son sort, démolition ou rénovation. L'écluse était isolée, à l'écart de tout chemin, entourée de végétation dense et de vieux arbres noueux. J'y suis allé seul, comme toujours, avec mon matériel de mesure et mon carnet de notes. Le silence était pesant, seulement troublé par le ruissellement de l'eau qui passait encore à travers les vieilles pierres. L'endroit avait quelque chose de lugubre, mais rien que je n'avais pas déjà vu auparavant. J'ai commencé par vérifier la structure principale, les murs de soutènement, les canalisations rouillées et les anciennes portes de l'écluse. Le béton avait subi les ravages du temps, mais il tenait toujours debout, comme un vestige de l'ingéniosité passée. Alors que je notais des détails dans mon carnet, un murmure m'a fait lever la tête. C'était à peine perceptible, comme une conversation étouffée entre deux personnes. J'ai pensé qu'il s'agissait du bruit de l'eau filtrant entre les rochers, mais à mesure que j'avançais, le murmure se faisait plus net. Je me suis arrêté près des vieilles portes en bois, tendant l'oreille. C'était une voix, ou peut-être plusieurs, mais impossible de discerner des mots. Juste ce chuchotement persistant. Je me suis dit que ça devait être un effet acoustique, un écho ou le bruit du vent à travers les interstices. Pourtant, ce murmure semblait porter une intonation, presque un rythme. Cela me mettait mal à l'aise,
mais j'ai essayé de ne pas y prêter attention. J'ai continué mon inspection, me concentrant sur les relevés et les prises de notes. À un moment, alors que je prenais des mesures au bord de l'eau, le murmure s'est transformé en une voix distincte, faible mais bien présente. Une voix d'homme, basse et profonde, qui murmurait des mots que je ne comprenais pas. J'ai sursauté, faisant tomber mon carnet dans l'eau. La voix se tut aussitôt, et j'ai cru avoir rêvé. J'ai récupéré le carnet en jurant contre ma maladresse, mais l'étrangeté de la situation ne me quittait pas. Je me suis dit qu'il devait y avoir une cavité sous l'écluse, quelque chose qui amplifiait le bruit de l'eau ou des vents souterrains. C'était la seule explication rationnelle. La journée avançait, et le soleil commençait à décliner. J'ai décidé de descendre jusqu'à l'ancienne salle des machines, une pièce enterrée où se trouvaient les mécanismes d'ouverture des portes. La trappe rouillée était difficile à ouvrir, et l'odeur de moisissure me prit à la gorge dès que je descendis l'échelle de métal. La salle était étroite, remplie d'anciennes machines et de tuyaux rongés par la rouille. Là encore, le murmure reprit, mais cette fois, c'était une voix claire qui prononçait mon nom. Le son semblait venir de l'eau stagnante qui suintait le long des parois. J'ai pointé ma lampe torche vers la source du bruit, et j'ai vu une chose qui me fit frémir. Une silhouette se tenait dans l'ombre, une forme humaine, mais à la peau bleuâtre, presque translucide sous la lumière. Ses vêtements semblaient appartenir à une autre époque, un habit simple et déchiré, trempé jusqu'aux os. J'ai figé, la lampe tremblante dans ma main. L'homme me fixait de ses yeux noirs, sans aucune expression. Juste ce regard intense et vide, comme s'il attendait quelque chose de moi. Il n'a pas bougé, mais j'ai entendu à nouveau la voix murmurer mon nom. La panique m'a submergé. Je me suis senti happé par cet homme, par son regard, par la pression de l'eau qui semblait monter autour de moi. Je ne me souviens plus exactement de ce que j'ai fait, mais je me suis retrouvé dehors, haletant, la lumière du jour déclinant rapidement. Mon carnet et mes outils étaient restés en bas. Je suis monté dans ma voiture, démarrant précipitamment, incapable de rassembler mes pensées. Depuis ce jour, je n'ai plus jamais remis les pieds à l'écluse. J'ai prétexté des problèmes personnels pour éviter les missions sur le terrain, me concentrant sur le travail administratif. J'ai même envisagé de démissionner, mais une part de moi ne pouvait se résoudre à abandonner complètement. Je voulais des réponses. Chaque nuit, je fais des cauchemars où je me retrouve face à cet homme bleu. Toujours près de l'eau, toujours ce murmure. J'ai essayé de l'oublier, de rationaliser ce que j'ai vu, mais les voix continuent de me hanter. Parfois, quand je passe près d'une rivière ou d'un vieux barrage, j'ai l'impression de les entendre à nouveau, murmurant mon nom, m'appelant à revenir. Une part de moi sait que ces écluses ne sont pas simplement des constructions oubliées. Elles sont les portes vers quelque chose de plus ancien, quelque chose qui attend patiemment, et qui murmure dans l'obscurité. Nous avions emménagé près du vieux canal parce que la maison était grande et le prix abordable. C'était une vieille bâtisse au bord de l'eau, avec un jardin donnant sur une écluse abandonnée. Le canal n'était plus utilisé depuis des décennies, et les autorités locales ne se souciaient pas vraiment de l'état de l'écluse. C'était un coin tranquille, loin de la ville, l'endroit idéal pour élever notre fils de 6 ans, Timothée. Tim était un enfant plein de vie, curieux de tout. Dès notre arrivée, il avait été attiré par l'écluse et le canal. C'était un petit explorateur, toujours à poser 1000 questions sur les poissons, les oiseaux et les vieilles pierres. Je me disais que c'était sain pour lui de passer du temps à l'extérieur, loin des écrans et des jeux vidéo. Je l'autorisais donc à jouer près de l'eau, tout en gardant toujours un œil vigilant sur lui. Un après-midi, alors que j'arrosais les plantes, j'ai entendu Tim parler seul. Je l'ai regardé depuis la fenêtre de la cuisine, pensant qu'il s'amusait à inventer une histoire avec ses figurines. Mais en tendant l'oreille, je me suis aperçu qu'il répondait à quelqu'un. Il riait doucement, ses yeux tournés vers l'eau stagnante au fond de l'écluse. Cela m'a mis mal à l'aise. Je suis sorti et j'ai appelé Tim. Il m'a rejoint, souriant, mais quelque chose dans son comportement me semblait étrange. « À qui tu parlais ?» lui ai-je demandé. Il m'a répondu avec innocence, « Au monsieur de l'eau. » J'ai froncé les sourcils. « Quel monsieur ?» Il m'a alors décrit un homme grand,
avec des cheveux longs et une peau comme le ciel quand il fait nuit. Un homme qui, selon lui, vivait au fond de l'écluse et venait lui parler quand il jouait près de l'eau. J'ai ri nerveusement, croyant qu'il s'agissait d'un ami imaginaire ou d'un de ces jeux de rôle. Les enfants inventent toutes sortes d'histoires, et je n'y ai pas prêté plus d'attention. J'ai juste rappelé à Tim de ne jamais s'approcher trop près de l'eau, et il a acquiescé sans protester. Les jours ont passé, et chaque après-midi, Tim allait jouer près de l'écluse. Il revenait toujours avec des histoires de ce monsieur, et parfois, il me demandait des choses étranges. « Maman, pourquoi les gens ne vivent plus dans l'eau? Est-ce que les poissons peuvent parler quand ils sont seuls ?» Cela m'inquiétait un peu, mais je mettais ça sur le compte de son imagination débordante. Un soir, alors que je faisais la vaisselle, j'ai remarqué que Tim était encore dehors, même après le coucher du soleil. Je l'ai appelé depuis la porte-fenêtre, mais il ne répondait pas. Le jardin était sombre, et la lumière de l'écluse projetait des ombres inquiétantes sur l'eau. J'ai senti mon cœur s'accélérer et je suis sorti rapidement. Je l'ai trouvé assis au bord de l'écluse, les pieds balançant au-dessus de l'eau, murmurant doucement quelque chose. Je me suis précipité vers lui, et il s'est retourné, surpris. « Tim, qu'est-ce que tu fais ici ?» Il m'a regardé avec de grands yeux, comme pris en faute, et a chuchoté, « Le monsieur voulait que je vienne lui dire au revoir. » Je l'ai pris par la main et l'ai ramené à la maison, la gorge nouée. J'ai essayé de comprendre ce qu'il voulait dire, mais ses réponses étaient vagues. Il répétait seulement que le monsieur avait l'air triste et qu'il ne voulait pas le laisser seul. Cette nuit-là, j'ai fait un rêve étrange. Je voyais l'écluse de loin, sous une lumière de pleine lune, et une silhouette bleue se tenait debout dans l'eau, m'observant. Je ne pouvais pas distinguer son visage, mais je ressentais une mélancolie intense émaner de lui, comme une peine ancienne. Je me suis réveillé en sursaut, le cœur battant à tout rompre. Le lendemain, j'ai parlé à Tim et lui ai interdit de retourner près de l'écluse seul. Je lui ai dit que c'était dangereux, qu'il risquait de tomber. Il m'a écouté, l'air sérieux, et n'a rien dit. Mais une semaine plus tard, alors que je le cherchais dans le jardin, je l'ai de nouveau trouvé près de l'écluse, cette fois debout sur une des vieilles portes en bois, regardant l'eau avec fascination. Je l'ai attrapé fermement et ramené à la maison, en colère et inquiète. « Pourquoi tu continues à aller là-bas ? Je t'ai dit que c'était dangereux. » Il m'a répondu calmement, presque tristement, « Parce que le monsieur m'appelle, maman. Il dit qu'il veut jouer avec moi. » À ce moment-là, j'ai compris que ce n'était pas seulement une imagination enfantine. Quelque chose attirait mon fils vers cette écluse. Je me suis renseigné auprès des habitants les plus âgés du village voisin, et l'un d'eux, un ancien pêcheur, m'a raconté une histoire inquiétante. Selon lui, il y avait eu, autrefois, un gardien de l'écluse qui y avait trouvé la mort, emporté par une montée subite des eaux. On racontait que son esprit errait encore près de l'écluse, incapable de quitter cet endroit où il avait passé une grande partie de sa vie. Je ne savais pas si c'était une simple légende ou quelque chose de plus sombre. Mais j'ai décidé de prendre des mesures. J'ai fait poser une clôture autour de l'écluse et surveiller Tim de plus près. Cependant, il semblait devenir de plus en plus distant, comme s'il lui manquait quelqu'un. Une nuit, j'ai été réveillé par un bruit de pas. J'ai trouvé Tim près de la porte-fenêtre, essayant de sortir en pleine nuit. Je l'ai rattrapé juste à temps, le prenant dans mes bras. Il m'a regardé avec des larmes dans les yeux, disant simplement, « Le monsieur est seul, maman. » Depuis, nous avons déménagé. Loin du canal, loin de cette écluse. Mais je crains que quelque chose ait suivi Tim. Parfois, il se réveille en sursaut, les yeux grands ouverts, comme s'il écoutait un murmure lointain. Je l'entends parfois parler dans son sommeil, comme s'il répondait à quelqu'un. J'espère qu'en quittant cette maison, nous avons laissé derrière nous cet homme bleu et sa solitude. Mais au fond de moi, une part de moi sait que l'eau garde toujours ses secrets, et qu'elle appelle ceux qui veulent bien l'écouter. Je suis un coureur. Pas un marathonien ni un professionnel, mais j'ai besoin de mes sorties quotidiennes, ces moments de silence où mes pieds frappent le sol en rythme avec mes pensées. La pluie ne m'a jamais dérangé, bien au contraire, elle rend les rues désertes et la ville silencieuse. C'est devenu une sorte de rituel, courir sous la pluie,
sentir l'air humide et le clapotis des gouttes sur mes épaules. C'est lors de l'une de ces courses nocturnes, sous une pluie fine et persistante, que je l'ai vu pour la première fois. J'empruntais toujours le même chemin, une route déserte bordée d'arbres, avec de vieux lampadaires dont la lumière vacillait souvent sous l'averse. Je l'ai aperçu au loin, une silhouette sombre qui marchait lentement, presque tranquillement. Cela m'a surpris, car cette route n'était empruntée que par des coureurs comme moi ou des promeneurs de chiens, mais jamais par quelqu'un qui se contentait de marcher, seul, la nuit. Je ne m'en suis pas préoccupé plus que cela. Peut-être un homme rentrant chez lui, pensais-je. Mais à mesure que je me rapprochais, une sensation de malaise grandissait en moi. L'air semblait devenir plus lourd, comme si la pluie elle-même retenait son souffle. L'homme avançait sans se presser, gardant la tête baissée, ses vêtements ruisselant d'eau. Lorsque je l'ai dépassé, un rapide coup d'œil m'a fait remarquer quelque chose d'étrange. Sa peau, éclairée brièvement par les lampadaires, semblait d'un bleu pâle, presque translucide. J'ai continué à courir, mes jambes se raidissant légèrement. La fatigue ou un effet de lumière ? Me suis-je demandé. J'ai préféré ignorer ce détail, m'encourageant à me concentrer sur ma respiration. Les jours suivants, j'ai continué mes courses malgré le mauvais temps, et chaque nuit, sous la pluie, je croisais cet homme. Toujours à la même allure, la tête baissée, le regard plongé vers le sol. Au bout de quelques semaines, la routine est devenue inquiétante. Chaque fois que je passais près de lui, je ressentais cette lourdeur dans l'air, une étrange présence qui me glaçait le dos. Une nuit, j'ai décidé de ralentir et d'observer plus attentivement. En m'approchant, j'ai tenté de regarder son visage, mais la pluie, les ombres et l'angle des lampadaires rendaient cela difficile. Cependant, quelque chose était clairement anormal. Sa démarche ne changeait jamais, quel que soit le rythme de la pluie ou la force du vent. Il marchait toujours avec cette lenteur calculée, comme s'il n'appartenait pas tout à fait à ce monde. Je ne sais pas ce qui m'a poussé à le suivre, mais un soir, j'ai fait demi-tour après l'avoir dépassé et je suis resté à quelques mètres derrière lui. Mes pas résonnaient, se mêlant au bruit de la pluie. Pourtant, l'homme ne réagissait pas, ne montrait aucun signe de ma présence. J'ai commencé à ressentir un étrange vertige, une sensation de décalage, comme si le temps s'étirait et que la réalité se déformait autour de nous. La pluie s'intensifiait, et malgré mon habitude de courir sous l'averse, je sentais un froid inhabituel me pénétrer. J'ai continué à le suivre, hypnotisé par sa démarche invariable, incapable de m'arrêter. C'est alors qu'il a lentement tourné la tête dans ma direction. Ses yeux étaient d'un noir profond, un abîme sans fond, et son visage, marqué par une tristesse insondable, était bien d'un bleu pâle et glacé. Je me suis arrêté net, le souffle coupé. Il ne m'a pas quitté des yeux, et un murmure indistinct a semblé émaner de lui, un son qui se mêlait aux gouttes de pluie frappant le sol. Ce n'était pas une menace, mais une sorte d'appel, un chant inaudible que je sentais résonner dans ma tête. Une peur sourde me paralysait, comme si je me trouvais face à quelque chose d'incompréhensible. J'ai brusquement tourné les talons et couru aussi vite que je pouvais, le cœur battant à tout rompre. La pluie semblait s'intensifier, le bruit devenant assourdissant. Je ne me suis arrêté qu'une fois rentré chez moi, mes vêtements trempés collant à ma peau. J'ai essayé de reprendre mon souffle et de me convaincre que tout cela n'était qu'une illusion causée par la fatigue. Mais les nuits suivantes, chaque fois que la pluie tombait, je ressentais cette même lourdeur dans l'air. Je ne le voyais pas, mais je savais qu'il était là, quelque part, sur cette route déserte. J'ai arrêté de courir la nuit, essayant d'oublier ce que j'avais vu, mais l'idée persistait en moi comme une épine dans l'esprit. Quelques mois plus tard, j'ai décidé de sortir à nouveau, pensant que le temps aurait effacé mes souvenirs. C'était une légère bruine, rien de particulièrement inquiétant. J'ai repris mon ancien chemin, m'efforçant de me convaincre que tout irait bien. La route était déserte, et aucun signe de l'homme bleu. J'ai soupiré de soulagement. Mais alors que je franchissais une légère courbe, je l'ai aperçu, immobile sous un lampadaire. Cette fois, il ne marchait pas. Il me fixait, et la pluie qui tombait semblait entourer sa silhouette d'une sorte de brume. Je me suis arrêté, incapable de détourner les yeux. Un sentiment d'inévitable me traversait. Comme si, quoi que je fasse, je devrais toujours revenir à cet instant. J'ai reculé lentement,
ne le quittant pas des yeux, jusqu'à ce que je puisse faire demi-tour. La pluie redoublait d'intensité, et je l'entendais derrière moi, ses pas lourds et réguliers, se rapprochant. J'ai couru de toutes mes forces, le souffle court, les jambes brûlantes d'effort. Mais le bruit des pas restait présent, se mêlant à la pluie, ne faiblissant jamais. Je ne sais pas ce qu'il était, ni ce qu'il voulait. Peut-être une âme perdue, une manifestation de mes peurs, ou quelque chose de bien plus ancien. Depuis cette nuit, je ne cours plus jamais sous la pluie. Quand l'orage gronde et que l'averse commence, je ferme les rideaux et me tiens loin des fenêtres. Je sais qu'il est toujours là, marchant sans relâche sur cette route déserte, attendant le prochain qui osera l'affronter sous les lampadaires. Il y a des endroits qui semblent attirer les histoires étranges, comme si les murs ou les arbres se souvenaient des événements passés et les murmuraient encore à ceux qui savent écouter. La maison du lac en faisait partie. Une vieille bâtisse en pierre, construite il y a plus de 100 ans, et que j'avais achetée sur un coup de tête, persuadé de faire une bonne affaire. Le prix était étonnamment bas, mais les propriétaires précédents avaient été vagues sur les raisons de leur départ. Peut-être voulaient-ils juste vendre rapidement pour changer de vie, avais-je pensé. La maison se trouvait à l'écart de la ville, sur une petite colline donnant sur un lac sombre et calme. Le genre de lieu où l'on imagine facilement écrire un roman ou passer des soirées paisibles au coin du feu. C'est ce que je cherchais, du moins. Un endroit où fuir le bruit et la frénésie de la ville, où me recentrer sur mes projets d'écriture. Dès les premières nuits, j'ai senti une atmosphère particulière dans cette maison. Les planchers craquaient sous des pas invisibles, et l'air semblait toujours un peu trop humide, même lorsqu'il faisait sec à l'extérieur. Mais j'ai mis ça sur le compte de l'âge de la maison, sans m'en inquiéter plus que ça. Un soir, alors que je travaillais dans le salon, un bruit m'a attiré vers la fenêtre. Je ne saurais dire pourquoi, mais j'ai eu l'impression d'entendre quelqu'un marcher autour de la maison. Une sorte de rythme irrégulier, presque un claquement. J'ai jeté un coup d'œil à l'extérieur, mais il faisait trop sombre pour distinguer quoi que ce soit. Je me suis contenté de fermer les rideaux et de reprendre ma rédaction, tentant de chasser cette impression d'être observé. Cependant, chaque nuit, le même bruit revenait. Ce claquement de pas lents, se déplaçant autour de la maison et s'arrêtant parfois juste sous ma fenêtre. Je n'ai rien dit à personne, ne voulant pas passer pour un homme paranoïaque, mais une peur irrationnelle grandissait en moi. J'évitais de sortir la nuit, préférant rester enfermé avec la lumière allumée. Une nuit, j'ai entendu les pas s'arrêter près du vieux ponton du lac. Le bruit était clair, presque comme si quelqu'un traînait des pieds sur le bois. Je me suis levé, déterminé à vérifier une bonne fois pour toutes. J'ai pris une lampe torche et suis sorti dans l'air frais de la nuit. Le silence était pesant, seulement troublé par le clapotis de l'eau contre les pilotis. En m'approchant du ponton, j'ai vu une silhouette se tenir au bout, immobile. Un homme, debout, regardant fixement l'eau noire du lac. Sa présence me semblait irréelle, presque fantomatique. J'ai levé ma lampe, et la lumière a révélé un visage pâle, d'un bleu léger sous le reflet de l'eau. Ses vêtements semblaient imbibés, comme s'il avait passé des heures dans le lac, et sa peau, bien que ressemblant à celle d'un homme, avait cette teinte bleutée, comme figée par le froid. Je l'ai appelé, ma voix hésitante dans l'obscurité. « Bonsoir. Vous allez bien ?» Aucune réponse. Il ne semblait pas m'entendre, ou peut-être choisissait-il de m'ignorer. J'ai fait un pas de plus, prêt à l'aider s'il en avait besoin. Mais alors, il a tourné lentement la tête vers moi, et ses yeux étaient d'un noir insondable, des yeux qui ne semblaient pas refléter la lumière. Une vague de peur m'a traversé, et je suis resté figé sur place. Le silence autour de nous était lourd, l'air semblait figé. Puis, d'un geste lent, il a levé une main, pointant vers l'eau. Un geste qui semblait presque une invitation, ou un avertissement, je ne savais pas trop. Son expression était neutre, mais il y avait une tristesse profonde dans son regard vide. Je ne sais pas combien de temps je suis resté là, incapable de bouger. Quand j'ai enfin retrouvé mes esprits, j'ai reculé lentement, puis je me suis précipité vers la maison, claquant la porte derrière moi. Je suis resté éveillé toute la nuit, guettant le moindre bruit. Mais rien. Le silence était redevenu complet. Les jours suivants, j'ai évité le lac autant que possible,
mais l'image de cet homme restait gravée dans mon esprit. Je ne savais pas s'il s'agissait d'une hallucination, d'un fantôme ou de quelque chose de plus tangible, mais je sentais que sa présence était liée au lac et à la maison. J'ai commencé à fouiller les archives locales, cherchant des histoires sur la maison ou le lac. J'ai découvert qu'il y avait eu plusieurs disparitions inexpliquées dans la région, des promeneurs ou des pêcheurs que l'on avait retrouvés noyés, ou qui n'avaient jamais été retrouvés. Je me suis résolu à vendre la maison, ne pouvant supporter l'idée de rester plus longtemps là-bas. Une dernière nuit avant de quitter les lieux, j'ai décidé de m'approcher une dernière fois du lac, pour vérifier si l'homme était encore là, ou si tout cela n'était qu'un cauchemar éveillé. Je suis sorti, le cœur battant, et j'ai marché jusqu'au ponton. La brume flottait sur l'eau, créant une atmosphère irréelle. J'ai éclairé le bout du ponton, et là, il se tenait, immobile comme la première fois. Je ne l'ai pas appelé, je ne me suis pas approché. J'ai seulement senti son regard noir posé sur moi, et cette invitation muette à le rejoindre dans l'eau froide du lac. Je suis retourné à la maison sans me retourner, et dès le matin, j'ai quitté les lieux pour de bon. Je ne sais pas qui était cet homme bleu, ni ce qui l'attendait. Peut-être était-il une âme perdue, un écho des tragédies passées, ou quelque chose de bien plus ancien et incompréhensible. Mais ce que je sais, c'est que la maison et le lac restent liés, comme deux pièces d'un même puzzle inquiétant. Depuis, je n'ai plus jamais vécu près d'un plan d'eau. Et chaque fois que j'entends le clapotis de l'eau ou que je vois un ponton désert, je me souviens de cet homme et de ses yeux noirs, et de l'appel muet du lac. Je me suis engagé dans l'armée à 18 ans, pour fuir un quotidien sans but et une ville où je n'avais plus d'attache. La routine militaire m'a donné une structure, un but, mais aussi un nouveau genre de solitude. Pendant des années, j'ai été envoyé dans des endroits que peu de gens connaissent, à des missions dont on parle rarement. Mais ce que je vais raconter n'a rien à voir avec le combat ou les dangers habituels de la guerre. C'était ma 3e mission à l'étranger. Nous étions déployés dans une région montagneuse et reculée, où l'ennemi semblait se cacher dans chaque ombre. La tâche était simple, surveiller et sécuriser une zone stratégique, un ancien poste frontière abandonné depuis des décennies. C'était un endroit désolé, isolé, surplombant une vallée où les rumeurs disaient que de nombreux hommes avaient disparu sans laisser de traces. On nous avait installés dans un vieux bâtiment en ruine, des murs épais mais percés de fenêtres brisées. La première nuit, tout semblait calme, mais l'air était étrangement froid, bien plus froid que les températures annoncées. Nous étions un petit groupe de 5, tous habitués au silence pesant des missions d'observation. Le bruit du vent traversant les montagnes était notre seule compagnie. La 2e nuit, alors que je montais la garde, j'ai remarqué un mouvement dans l'obscurité, à l'extérieur des fenêtres. C'était furtif, presque imperceptible, mais j'étais sûr d'avoir vu quelque chose ou quelqu'un. J'ai signalé l'anomalie à mes camarades, et 2 d'entre eux sont sortis vérifier, en vain. Rien à signaler, sauf une impression persistante d'être observé. Les nuits suivantes, des bruits étranges ont commencé à se faire entendre. Des grattements sur les murs, des souffles lointains, comme un murmure porté par le vent. L'équipe restait vigilante, mais aucune alerte majeure ne justifiait une intervention. Je me disais que la fatigue et l'altitude jouaient des tours à nos sens. Puis, lors d'une ronde nocturne, j'ai vu une silhouette se profiler à l'extérieur, au pied de l'un des vieux murs du poste. Elle était immobile, presque intégrée à l'ombre. J'ai levé ma lampe pour mieux distinguer, et c'est là que j'ai remarqué le visage. Un homme, ou quelque chose qui en avait la forme, se tenait là, me fixant de ses yeux noirs. Sa peau était d'un bleu pâle, presque transparent sous la lumière, comme s'il était figé par un froid surnaturel. Je n'ai pas tiré, mais j'ai reculé lentement, essayant de ne pas céder à la panique. J'ai appelé mes camarades pour qu'ils me rejoignent, mais quand ils sont arrivés, la silhouette avait disparu. Ils m'ont regardé avec une certaine méfiance, se demandant si je n'avais pas simplement halluciné. J'aurais voulu penser que c'était le cas, mais je sentais au fond de moi que ce n'était pas un simple tour de mon esprit. Les jours suivants, des incidents similaires se sont multipliés. Des bruits de pas dans les couloirs, des ombres qui semblaient se mouvoir sans logique. Mon coéquipier, Jules, un gars robuste avec qui j'avais fait mes classes, commençait à perdre patience. Une nuit, il m'a confié qu'il avait aussi vu l'homme bleu,
mais qu'il refusait d'en parler à l'équipe pour ne pas passer pour un fou. Je l'ai vu de près, m'a-t-il dit d'une voix tremblante. Il a un œil de verre. Je n'ai pas compris sur le coup ce qu'il voulait dire, mais il a insisté. Un œil noir, mais l'autre, on dirait du verre, comme un truc artificiel. Je pensais que Jules exagérait, mais son regard et sa voix trahissaient une terreur sincère. Cela ne collait pas avec l'homme sûr de lui que j'avais toujours connu. Nous avons décidé de garder cette information pour nous, pour ne pas alarmer inutilement le reste de l'équipe. Une semaine plus tard, une tempête s'est levée. Le vent soufflait si fort que les murs vibraient, et l'électricité a fini par sauter. Nous étions tous réunis dans une pièce centrale, essayant de nous réchauffer et de maintenir un semblant de calme. Jules et moi étions en faction, surveillant les alentours par les fenêtres brisées. Soudain, il m'a agrippé le bras. Là, il est là. J'ai regardé dans la direction qu'il pointait, et j'ai vu de nouveau cette silhouette bleue, debout à quelques mètres de l'entrée. Ses vêtements semblaient collés à son corps trempé, et son visage était tourné vers nous. Les éclairs illuminaient brièvement la scène, révélant ce détail étrange que Jules avait mentionné. Un de ses yeux était noir, l'autre semblait briller, inhumainement, comme une perle de verre qui reflétait la lueur des éclairs. Jules a perdu son sang-froid et a tiré un coup de feu. Le bruit a résonné, couvrant le hurlement du vent, mais la silhouette n'a pas bougé, comme insensible. J'ai senti une vague de froid me traverser, et j'ai ordonné à tout le monde de se regrouper à l'intérieur, de verrouiller les portes et d'attendre. La nuit a été longue et agitée. Les ombres semblaient danser autour de nous, et ce regard de verre m'obsédait. Lorsque l'aube est arrivée, la silhouette avait disparu, et Jules ne cessait de répéter que nous étions en danger. Son état mental s'était visiblement détérioré, et il ne voulait plus sortir du bâtiment. Quelques jours plus tard, nous avons été relevés par une autre équipe. J'ai demandé à être transféré, incapable de rester dans cet endroit. Jules a été placé sous surveillance médicale, et je n'ai plus jamais entendu parler de lui. Depuis, je me réveille parfois en pleine nuit avec la sensation d'être observé. Je revois ce visage, cet œil noir et cet œil de verre qui semble scruter au-delà de moi, comme s'il cherchait quelque chose. Je ne sais pas qui était cet homme bleu, ni pourquoi il hantait cet endroit. Mais je suis certain d'une chose, il n'était pas humain, ou du moins, plus tout à fait. Et son regard continue de me hanter, un souvenir indélébile d'une rencontre que je n'aurais jamais voulu faire. Je vis dans un immeuble modeste en périphérie de la ville. Pas le genre de quartier où il se passe des choses extraordinaires. Des bâtiments gris, des voisins silencieux, des vies ordinaires. J'ai emménagé ici avec ma fille de 6 ans, Clara, après une séparation difficile. L'appartement était petit mais lumineux, avec un balcon qui offrait une vue sur un petit parc en contrebas. Clara aimait beaucoup ce balcon. Elle passait des heures à jouer avec ses poupées en plastique ou à regarder les oiseaux perchés sur les branches. C'est là que tout a commencé. Clara me parlait souvent d'un « monsieur » qu'elle voyait depuis le balcon. Je pensais d'abord qu'elle s'inventait un ami imaginaire. Les enfants ont souvent des jeux étranges, surtout lorsqu'ils sont confrontés à des changements brusques dans leur vie. Je ne m'inquiétais donc pas vraiment. Elle me racontait que ce « monsieur » lui faisait signe depuis le parc, parfois même de la rue, quand la nuit tombait. Je hochais la tête, distrait par mes préoccupations d'adulte, et je ne l'écoutais pas assez. Une nuit, alors que je travaillais tard, j'ai entendu Clara chuchoter sur le balcon. Il devait être près de minuit. Je suis allé voir, inquiet de la trouver encore éveillée à cette heure. Elle se tenait debout, les mains agrippées à la rambarde, fixant quelque chose en contrebas. « Clara, pourquoi tu n'es pas au lit ?» lui ai-je demandé doucement. Elle s'est retournée, l'air surpris, comme si elle ne m'avait pas entendu venir. « Le monsieur me regarde » a-t-elle murmuré. J'ai ressenti un frisson. C'était la première fois qu'elle semblait aussi sérieuse en parlant de ce « monsieur ». Je me suis penché pour regarder en bas, mais je n'ai rien vu d'autre que le parc désert, baigné par la lumière pâle des réverbères. La rue était vide. « Il est où, ce monsieur ?» ai-je demandé, plus pour la rassurer que par réelle inquiétude. Elle a pointé du doigt un coin sombre du parc. Là-bas, sous l'arbre.
Il attend. J'ai regardé fixement, essayant de percevoir une silhouette, un mouvement, quelque chose. Mais il n'y avait rien. J'ai souri et ai pris Clara dans mes bras pour la ramener à l'intérieur. Il n'y a personne, ma chérie. Allez, on retourne se coucher. Elle n'a pas protesté, mais j'ai senti qu'elle restait inquiète. Cette nuit-là, j'ai eu du mal à dormir, sans savoir exactement pourquoi. Le lendemain matin, Clara était redevenue la petite fille insouciante que je connaissais, et je me suis convaincu que tout cela n'était qu'un rêve d'enfant. Les jours suivants, cependant, elle continuait de mentionner ce monsieur lorsqu'elle jouait sur le balcon. Parfois, elle lui faisait de petits signes de la main ou semblait écouter des paroles silencieuses. Je me suis mis à l'observer plus attentivement, espérant comprendre ce qui la troublait. J'ai essayé de lui poser des questions, mais elle se contentait de répondre que le monsieur bleu la regardait, sans jamais s'approcher. Un soir, alors que je terminais de ranger la cuisine, j'ai entendu un bruit métallique venir du balcon. Un grincement, suivi d'un claquement léger. Je suis sorti, et j'ai aperçu Clara debout, de nouveau au bord de la rambarde, fixant le parc avec intensité. « Clara, qu'est-ce que tu fais ?» ai-je demandé en m'approchant. Elle s'est tournée lentement vers moi, et j'ai vu une peur sincère dans ses yeux. « Il veut que je descende » a-t-elle chuchoté. Un frisson m'a parcouru. Je me suis accroupi à sa hauteur, posant mes mains sur ses épaules. « Écoute-moi bien, Clara. Tu ne dois jamais descendre voir ce monsieur, d'accord ?» Elle a acquiescé, mais son regard restait fixé sur quelque chose au loin, comme si elle était sous l'emprise d'une fascination inexpliquée. Cette nuit-là, j'ai à peine dormi. J'étais assis dans le salon, les rideaux fermés, jetant des coups d'œil à travers les interstices. Vers 3 heures du matin, j'ai eu l'impression de voir un mouvement furtif dans le parc. Une silhouette floue, éclairée brièvement par les réverbères. Un homme, immobile sous l'arbre, les bras le long du corps. J'ai secoué la tête, pensant que mes yeux me jouaient des tours. Mais la silhouette n'a pas disparu. Elle est restée là, debout, me fixant. Je ne pouvais pas distinguer son visage, mais une angoisse profonde montait en moi. Je me suis levé, et alors que je m'approchais de la fenêtre, l'homme a bougé légèrement, comme pour me faire signe. Sa peau semblait briller d'un bleu terne sous les lumières diffuses. J'ai reculé brusquement, tirant les rideaux d'un geste nerveux. Mon esprit était en ébullition, cherchant une explication rationnelle. Peut-être un vagabond, un voisin qui rentrait chez lui ? Mais au fond de moi, je savais que ce n'était pas ça. Le lendemain, j'ai pris la décision de ne plus laisser Clara jouer seule sur le balcon. Je lui ai inventé une excuse, prétextant que le balcon était dangereux, et j'ai verrouillé la porte. Clara n'a pas semblé s'en formaliser, mais elle continuait de me parler du monsieur bleu, comme s'il lui rendait visite dans ses rêves. Quelques semaines plus tard, lors d'une soirée où une pluie battante s'abattait sur la ville, j'ai entendu Clara chuchoter dans son sommeil. Elle murmurait des mots que je ne comprenais pas, comme une conversation muette. Je me suis penché au-dessus d'elle, et elle a murmuré « Je ne veux pas descendre ». Maman ne veut pas ? Ces mots ont confirmé mes craintes. Quelque chose essayait d'attirer ma fille, quelque chose d'invisible pour moi, mais bien réel pour elle. Cette nuit-là, j'ai pris Clara dans mon lit et nous avons dormi portes et rideaux fermés. J'ai décidé de déménager peu de temps après, ne pouvant supporter l'idée que quelque chose de sinistre observait ma fille depuis l'obscurité. Une semaine après notre départ, j'ai jeté un dernier regard au balcon désert. Un sentiment de soulagement m'envahissait, comme si nous laissions derrière nous une menace invisible. Mais parfois, dans mes cauchemars, je revois ce balcon sous la lueur des réverbères, et l'ombre d'un homme bleu qui nous guette, patient, attendant le moment où nous serions assez faibles pour céder à son appel. Je crois que tout a commencé la nuit où j'ai pris la décision de ne plus jamais retourner en mer. Mon père et son père avant lui étaient pêcheurs, et naturellement, j'ai suivi leurs traces. La mer, c'était notre gagne-pain, notre vie. Mais il y a des choses que l'on ne peut pas expliquer. Des choses qui vous changent à jamais. J'avais l'habitude de partir en mer seul, en fin de soirée. Les nuits sont calmes, le vent est doux et les poissons plus nombreux. Ce soir-là,
j'avais jeté les filets loin du rivage et je laissais le bateau dériver lentement. J'aimais ces moments de tranquillité, le silence n'était perturbé que par le clapotis de l'eau et le grincement léger des cordages. Et puis, il y a eu ce rêve. J'avais posé ma tête sur le rebord, fatigué par une longue journée de labeur. Je ne me suis pas endormi vraiment, c'était un état étrange, entre la veille et le sommeil. C'est là que je l'ai vu pour la première fois. Un homme, debout sur l'eau. Il était loin, mais je distinguais son visage pâle, presque bleuâtre. Un teint que je n'avais jamais vu auparavant. Et ses yeux étaient d'un noir si profond qu'on aurait dit de trous béants. Il me regardait. Je me suis réveillé en sursaut. L'air était glacé et la mer avait changé. Ce n'était plus cette étendue familière, c'était comme si elle respirait lentement sous moi. J'ai rassemblé mes affaires et j'ai quitté les lieux, secoué mais en tentant de me convaincre que ce n'était qu'un rêve. Mais les nuits suivantes, l'homme est revenu. D'abord flou, au loin, puis de plus en plus proche. Il ne bougeait pas, mais chaque fois que je me réveillais, il se trouvait plus près du bateau. Il se tenait là, immobile sur l'eau noire, et sa peau avait cette étrange teinte bleue, qui n'était ni un reflet ni une illusion. C'était lui, et il m'observait. J'en ai parlé à mon père. Il m'a écouté sans vraiment y prêter attention. C'est la fatigue, ou les effets de la pleine lune, disait-il. Mais moi, je savais que ce n'était pas un simple rêve. J'ai essayé d'éviter la mer pendant une semaine, mais chaque nuit, l'homme bleu hantait mes pensées. Il semblait m'appeler, me murmurer des mots que je ne pouvais comprendre, mais que je sentais résonner en moi comme un écho sourd. Une nuit, je n'ai plus tenu. J'ai repris le bateau et je suis retourné à l'endroit exact où je l'avais vu la première fois. La mer était étrangement calme, pas un souffle de vent. J'ai jeté l'ancre et attendu, assis sur le bord du bateau. Les heures passaient, et rien. Juste ce silence oppressant. Puis, je l'ai vu. Il émergea lentement de l'eau, comme s'il était fait de la mer elle-même. Ses vêtements semblaient flotter autour de lui, et sa peau avait cette teinte bleue surnaturelle. Il s'est arrêté à quelques mètres du bateau et m'a regardé. Pas un mot, pas un mouvement, juste ce regard noir qui me transperçait. C'était comme s'il m'observait depuis un autre monde. Je ne pouvais plus bouger. Mon corps était pétrifié. Puis, j'ai entendu sa voix. Ce n'était pas vraiment une voix humaine, c'était plus un murmure, comme le ressac des vagues. Il disait mon nom, encore et encore, d'une manière distordue, irréelle. Et puis il a levé la main. C'est là que tout s'est assombri. Je me suis réveillé sur le pont du bateau, la mer était calme, le soleil commençait à se lever. J'avais froid, et mes vêtements étaient trempés. J'ai essayé de comprendre ce qui s'était passé, mais rien ne faisait sens. J'ai attrapé l'ancre et j'ai regagné la rive, l'esprit en ébullition. Depuis cette nuit, je n'ai plus jamais mis un pied en mer. J'ai vendu mon bateau, j'ai tout quitté. Mais ce qui me hante, ce ne sont pas les rêves ou les souvenirs de cet homme bleu. Non, ce qui me hante, c'est la certitude qu'il est toujours là, quelque part dans l'océan, attendant le moment où je reviendrai. Et je sais que si jamais je cédais à cet appel, il ne me laisserait pas repartir. Chaque nuit, je verrouille les fenêtres et je tente de ne pas penser à lui. Mais à chaque fois que le vent souffle sur les vagues et que l'eau clapote contre les rochers, je peux presque entendre sa voix m'appeler. L'océan n'a pas oublié, et je ne peux pas l'oublier non plus. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.